la radio libre de Vivi. Sur Radio Juno. 10 janvier 2022, 20h, c'est parti. Bienvenue à toutes et à tous. Je sais pas ce que tu fais là. Ta bataille est tellement loin. Au lieu d'être qui tu es, tu y penses et ça se voit. Tu y penses et ça se voit. Ça se voit. Toi, je sais pas ce que tu fais là. Tu mérites tellement mieux. D'évidence tu partiras. Tu y penses et ça se voit. Tu y penses et ça se voit. Tu y penses et ça se voit. Ça compensera jamais le fait que mes parents m'aient jamais dit qu'ils m'aimaient, mais ça me fait plaisir. Non, parce que c'est vrai, c'est bien la reconnaissance dans le travail. Hein. C'est très important, c'est ça qui pousse à continuer, bien sûr. Mais ça serait tout à fait inauthentique de ma part de vous dire que tous vos rires ou vos applaudissements m'empêcheront de m'envoyer 1 litre de glace à la vanille ce soir et de me faire vomir après. Hein. Je veux dire, ça ne comblera pas le vide. Non, parce que c'est facile à vomir la glace à la vanille, parce que c'est déjà liquide, donc ça rentre, ça sort, c'est un petit tuyau pour les boulimiques, s'il y en a ce soir. Il y en a toujours un peu. En Europe, il y en a comme ça. Enfin, moi, je me fais plus vomir en réalité. J'ai arrêté cette pratique parce que je suis une adulte et que voilà, j'ai réalisé que c'était une aberration, bien sûr, de se faire vomir quand il y a des gens qui ont faim. Et j'ai jamais trouvé de solution techniquement viable pour envoyer mon vomi en Afrique aussi, donc j'ai cessé de me faire vomir. Ce qui fait que je suis toujours dépressive, mais j'ai un gros cul. Voilà. Mais c'est pas plus mal. Non, c'est pas plus mal d'avoir un gros cul quand on est dépressif, je vais vous dire, parce que ça donne un but dans l'existence, en fait. Maigrir, on sait pourquoi on se lève le matin, c'est ça. Et quand on a un but dans la vie, on se suicide moins. Moi, je me suicide beaucoup moins qu'avant. Salut le gang, je la joue, nouvelle intro avec un petit son derrière, c'est les gros moyens à la radio libre de Vivi et c'est surtout un gros kiff perso. En direct de Chambaud-les-Bains, on a ouvert avec le morceau de Jacques qui s'intitule Ça se voit et après, comme ça, sans prévenir, on entre direct dans le sujet et je vous ai calé un petit extrait du spectacle de Blanche Gardin, je parle toute seule parce que je me souviens très bien du kiff quand j'ai vu pour la première fois ce spectacle de Blanche et de cette entrée de ouf où au bout de 5 minutes, elle envoie son texte sur la boulimie. Un sentiment d'appartenance incroyable que j'avais ressenti. Oh, une copine bully. Qu'elle soit elle-même bully ou pas, je m'en fichais royalement à l'époque.
Avec mes potes, on avait enfin une meuf qui avait réussi à caler ça sur scène. Et oui, je parle de chez les Bully. Moi, j'avais même pas 11 ans que je bouffais en cachette des bols d'huile entiers mélangés à de la chapelure quand je rentrais des cours, que je déglinguais des pots de maillot suivis de céréales, de pain et tout autre aliment, un peu de tout en grande quantité, mais sans jamais finir un des ingrédients, toujours en laisser un peu pour ne pas donner d'indices, vivre principalement pour bouffer, fumer et boire à outrance. J'ai trouvé le répit vers mes 29 ans. Alors bas les oves d'être catalogué bully, j'assume. Et parce que j'aurais aimé plus de sujets et moins de tabous là-dessus, je fais de l'émission 5 de la radio libre de Vivi une spéciale boulimie et bonne année à toutes les personnes qui partagent ce grand secret, qui mangent trop parce qu'elles ne s'arrêtent plus de manger, celles qui vomissent, celles qui gardent tout, qui ne mangent plus, qui compensent par le sport, qui comptent les calories sans relâche, à toutes les personnes qui prennent des laxatifs pour perdre quelques grammes sur leur balance, celles qui se pèsent 10 fois par jour avant et après être allées aux chiottes dans le but ultime de faire baisser le chiffre, à celles qui sont obsédées par manger sainement, à celles qui se lèvent tous les jours en se disant aujourd'hui je ne craquerai pas, et à celles qui se couchent le soir désespérées parce qu'elles ont craqué, aux personnes qui ont trouvé la paix dans le grand repos, et à celles qui se demandent comment fait sa collègue pour garder sa taille 36 en mangeant autant de pizza le midi à la mozzarella, à celles qui commencent un régime et celles qui ont repris les kilos de celui-ci en moins de 7 jours, à celles qui n'en sortent plus de chez elles, à toutes ces personnes qui savent à leurs proches. Cette émission numéro 5, c'est la nôtre. Boulimie, notre ami, ce soir, on te démystifie. Bla 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 Pouki. Et un petit coup de douchette sur la minute. Ferme la porte à la Pouki dans le side. Sur Radio Juno. Le programme de la Radio Libre, c'est simple. On va commencer avec Amélie qui vient nous partager son expérience boulimique. Puis on file avec la magistrale et déjantée Catherine Hervé, psychologue clinicienne qui accompagne les personnes boulimiques en proposant un travail de groupe thérapeutique. On continuera à boulotter avec Seb qui a des choses à dire sur sa vie de boulie. Une petite incartade d'Aurélie sur la boulimie en temps de Covid. Et le bouquet final avec l'horoscope claqué de Vivi. Alors n'hésitez pas à rejoindre le chat sur radiojuno.fr et à venir poser des questions, interagir entre vous. Et moi, quand j'aurai le temps, je regarderai ce que vous venez nous dire. J'invite donc Amélie au micro. Amélie qui est avec nous depuis Rouen. Bonsoir Amélie. Bonsoir Vivi. Alors Amélie, tu te définis comme une femme, tu as 30 ans. Avec toi, on va rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on y va. On peut dire que tu es ex-boulimique, je mets des guillemets entre ex-boulimique, aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. À quel âge as-tu commencé à être boulimique, si tu te souviens ? Oh là là, c'est une très bonne question. Je pense que ça a commencé quand j'étais en 3e. Mais c'est difficile à dire parce que j'ai longtemps pensé que la boulimie, c'était le fait de se faire vomir, alors qu'en fait, c'est très loin de ça. C'est plutôt beaucoup plus le rapport à la nourriture et ce besoin de compenser les émotions par de la nourriture. Et ça a peut-être commencé bien avant, du coup. Oui, alors ce que j'allais te demander, en effet, sans rentrer sans trop dans les détails, on n'est pas là pour faire du TF1 avec la meuf qui vomit tout le temps. Quelle forme prenait, toi, ta boulimie dans ta vie ? J'avais tendance à manger beaucoup et comme je voulais garder ma ligne, il m'arrivait de me faire vomir. Mais comme le dit Blanche, il y a des moments où tu arrêtes et que tu dis que finalement avoir un gros cul, c'est pas si grave. Voilà, donc ça dépendait des moments. Et est-ce que tu avais des moments vraiment de répit où tu pensais tout le temps à la bouffe ? Je pense que je pensais tout le temps à la bouffe, de mémoire. Effectivement, et j'avais tous les matins un peu cette angoisse de me dire est-ce que je vais craquer ou pas. Et du coup, que ce soit dans le fait de penser à la bouffe pour la manger ou penser à la bouffe pour l'éviter, du coup, elle prenait toute la place dans mon esprit, c'est vrai. On oublie, c'est marrant quand on oublie avec le temps ce rapport, mais ouais. Ouais, en fait, c'est obsessionnel. Ouais, c'est ça, exactement. C'était une obsession. Et dans les moments les pires, je ne sais pas si on peut dire les pires, mais dans les moments les plus intenses de tes boulimies, ça pouvait aller jusqu'à combien de fois par jour, en fait, pour toi ? Ça pouvait commencer le matin et s'arrêter la nuit bien. Ouais, je sais pas, je pouvais faire ça pendant plusieurs heures, je pense. Jusqu'à ce que tu sois épuisée ? Ouais, jusqu'à ce que je sois épuisée, exactement. Jusqu'à ce que je sois épuisée, que je m'endorme et peut-être que ça reprenne le lendemain. En espérant que non, mais... Et quel sentiment est-ce que tu te souviens ? Alors, je sais que c'est pas évident, mais c'est bien d'en parler avec le recul. Je trouve que c'est plus agréable que d'en parler quand on est la tête dedans. Quand on est dans le vif, Oui, parce que c'est tout de suite très plein d'émotions et tout. Alors maintenant, on peut être détaché. Tu peux nous dire qu'est-ce que ça t'a apporté ? Est-ce que tu te souviens à peu près ? Est-ce que ça t'a apporté ces moments où enfin t'étais peut-être rincée, libérée de ce qui se passait ?
Je pense que j'étais très partagée entre une forme de grande culpabilité. Tu sais, on vit ça un peu comme un immense secret, une grande honte. Donc j'avais un peu une grande culpabilité et en même temps une forme de soulagement physique d'avoir, enfin je sais pas, soit d'être pleine, soit enfin soit d'avoir fait quelque chose qui avait compensé un truc qui manquait, tu vois. C'était assez étrange comme sensation, mais à la fois, ouais, une grande culpabilité, l'espoir que personne ne sache jamais, et en même temps, bah, c'était ma seule issue, si tu veux, pour arriver à supporter un peu la vie, quoi. Donc, ouais, Et je dirais ça comme ça. tu nous parles, enfin moi j'adore parce que tu dis, tu parles du grand secret. Donc là Ouais. aujourd'hui tu en parles librement. Donc faut se dire que c'est pas du tout la même chose parce que tu t'es libérée de ce que tu appelais le grand secret. Qu'est-ce que Ouais. c'est comment tu vivais ce grand secret? C'est-à-dire que tu voulais pas que les gens le sachent? C'était comment tu faisais toi? Ah, je vivais ça comme une immense honte. Alors, le fait de manger en grande quantité, ça a un côté. Enfin, moi, je le vivais comme quelque chose de assez dégradant, tu vois, ce besoin d'emmagasiner une très grande quantité de nourriture. Donc, je faisais en sorte que personne ne le sache. Et pareil, le fait de se faire vomir, c'est un truc, t'espères que personne ne saura jamais. Donc, je sais que dans mon entourage, il y en a qui s'en doutaient, mais ouais, c'est quelque chose que tu vis et que tu n'échanges pas du tout avec les gens. Et c'est que après la thérapie et m'être rendu compte qu'il y avait d'autres personnes dans mon cas que j'ai réussi à en parler et à mettre des mots sur tout ce truc de la boulimie qui était pour moi à la fois quelque chose que je vivais au quotidien et pour autant un grand mystère parce que c'était pas nécessairement bien défini dans mon esprit Et est-ce qu'on peut ce que dire c'était. que tu manquais de représentation autour de toi de personnes boulimiques? Parce qu'en fait, quand tu vis ça toute seule dans ton coin et que t'as pas de Mm. représentation, tu vois, dans les films ou je sais pas, tu sais pas forcément ce qui t'arrive en Ouais. fait. Mm, mm. Mais c'est exactement ça. Je pense que je me représentais pas du tout. Et puis, quand je suis née, il n'y avait pas nécessairement Internet et autant de représentations qu'on peut en trouver aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai peiné à trouver des gens qui étaient un peu comme... Bah, avant la thérapie, je n'avais jamais rencontré des gens qui étaient comme moi. Et quand on parlait à des thérapeutes, en fait, je pense qu'ils ne savaient pas du tout ce que c'était qu'être boulimique. En fait. Pour eux, c'était... Enfin, ouais, il y a quelque chose... ouais, de l'ordre du peut-être manque de contrôle ou quelque chose qui était dans l'image que les gens avaient de la boulimie et pour autant c'est pour moi pas du tout ça aujourd'hui. Et surtout on parle souvent du pardon, ouais, pardon. Non, dis-moi. Je voulais dire quelque chose. Mais j'allais dire, on parle tout le temps du symptôme, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Enfin, la boulimie, c'est bien plus que juste le fait de manger ou le reste, quoi. Bien sûr. En fait, c'est un peu la partie émergente de l'iceberg qui est vraiment Exactement. une personnalité atypique. Et d'ailleurs, Mm. on peut parler de ça. Catherine, elle nous en parlera aussi. Est-ce qu'on peut dire que tu étais tout le temps avec ton faux self? Alors, le faux self, c'est une personnalité qu'on montre aux gens, qui n'est pas la nôtre, en fait. C'est une personnalité qu'on joue au reste du monde. Et donc, quand on est boulimique, en général, on a ce faux self qu'on montre tout le temps en société, c'est-à-dire qu'on n'est jamais authentique. Est-ce que toi, tu étais tout le temps dans ton faux self à cette époque de ta vie? Est-ce que tu te souviens de ça? Ouais, je pense que j'étais assez souvent dans mon faux self, effectivement, quelqu'un d'assez joyeux et pétillant, alors que à l'inverse, quand j'étais seule chez moi, j'avais ni joie ni pétillant, quoi. Ouais, je pense qu'effectivement, j'ai vécu pendant super longtemps dans ce truc de l'image parfaite, d'une personne parfaite, toujours d'une humeur constante et tout. Et du coup, c'est assez fatigant en fait de porter une sorte de masque sur le visage tous les jours. Et Et est-ce qu'on se rend compte de ça quand on vit les choses? Est-ce qu'on se rend compte qu'on joue le faux self ou on fait des choses comme on peut robotiquement et en fait c'est quand on est en thérapie que ça y est, on commence à voir le souci? Et moi, je pense que je pense que je m'en étais pas rendu compte. C'est pareil, je pense que, tu vois, il y avait quelque chose de l'ordre de, bah, c'est comme ça qu'il faut faire, et puis c'est comme ça que je faisais naturellement, essayer ouais, faire semblant que tout allait bien, se représenter quelque chose de vachement joyeux, vachement positif et tout. Ouais, non, je pense que je m'en étais pas rendu compte, effectivement. C'est après quand on a mis les mots dessus aussi, pareil, de dire, ah bah voilà, il existe des personnes qui utilisent un faux self ou qui utilisent une forme de masque pour se protéger. Et c'est là que j'ai pris conscience de tout ce que j'avais mis en place, en fait, pour me protéger, tu vois, je Et pour pense. ne pas avoir accès à ton toi authentique en fait.
exact. Ça aussi, exactement. Enfin, peut-être que le soi authentique, d'ailleurs, on en reparlera avec Catherine, hein, peut-être qu'à ce moment-là, il n'existe même pas, il n'est même pas construit, d'où la nécessité de faire un travail sur soi. Oui, je pense effectivement, mais Catherine en parlera bien mieux que moi, je pense. Après, nous, on vient chercher ton expérience. Et d'ailleurs, c'est vrai. Comment étaient, si tu te souviens, tes relations aux autres pendant cette période? Comment tu vivais les relations dans la société? Ça se passait comment? Eh ben, moi, j'avais l'impression que ça se passait bien, et en fait, non, je pense que ça se passait pas. Tu vois? Alors, en fait, ça se je me passait permets pas si juste bien. de dire qu'on va beaucoup rigoler par rapport à la boulimie, hein, qu'on se permet, que c'est un trouble très grave et qui peut être source de souffrance pour des personnes. Mais c'est vrai que on peut aussi se permettre de prendre avec du recul et un peu de légèreté quand on en sort. Donc c'est pour ça qu'on va se permettre des fois de rigoler comme des autruches. Et donc toi, tu me disais qu'à l'époque, en effet, tu pensais que ça se passait bien, mais en fait, pas forcément. Mais en fait, pas forcément, voilà, exactement. Donc, j'avais le sentiment que mes amis, enfin, tu vois, que j'étais quelqu'un de très sympa et tout ça. Mais en fait, je me rends compte maintenant que j'avais tendance à prendre toute la parole et à parler beaucoup, et pas du tout savoir écouter les gens. Et du coup, ça faisait que tu avais un déséquilibre dans les relations qui se créaient, tu vois. Alors, les gens me trouvaient agréable, mais c'est vrai que tu as un déséquilibre. Et du coup, j'étais jamais pleine de l'échange. Enfin, ça me remplissait pas comme ça aurait pu oui. Enfin, je sais pas, c'est peut-être mal exprimé, mais tu as quelque chose de l'ordre dans l'échange avec les autres qui te ravit, qui te permet d'être. Et je pense que du coup, comme c'était un peu déséquilibré, c'était pas ça. Et est-ce que dans tes relations, par exemple, amoureuses, ça donnait quoi? Oh là là, dans mes relations amoureuses, c'était quand j'étais amoureuse, tu vois, c'est comme la boulimie disparaissait. Et du coup, je pense que j'ai une forme d'addiction au fait d'être amoureux, tu vois. Et après, au fur et à mesure du temps de la relation, la boulimie peut revenir. Et du coup, ouais, en fait, j'avais tendance peut-être à utiliser les personnes comme des pansements pour essayer d'être mieux dans mon moi. Et en fait, voilà. Donc, ça fait que j'étais très investie dans les relations, mais parfois un peu trop là, trop présente et trop à attendre beaucoup de choses de la personne avec qui j'étais. Ouais, donc à mettre beaucoup de pression sur l'autre, quoi. Exactement, ouais. Oui, et puis ouais, un pansement humain, c'est pas très pratique, hein. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça prend de la Effectivement, c'est pas place. très pratique. Exactement. Et alors, donc toi, tu as pu suivre la thérapie de groupe de Catherine qu'on va écouter juste après. Dans ton expérience, est-ce que tu te souviens si le groupe, au tout départ, il te faisait peur, tu vois, cet endroit où tu allais rencontrer tes pairs, les gens, les meufs comme toi ou les hommes. Qu'est-ce que ça t'avait fait à l'époque? Tu peux te rappeler pour nous? Ouais, alors déjà, j'avais découvert le groupe par une vidéo qui avait été publiée sur YouTube. Et là, pour la première fois, j'avais l'impression que des personnes mettaient les mots sur ce que je ressentais, tu vois. Et c'est comme si pour la première fois, j'étais comprise par un groupe de personnes. Et du coup, je suis allée avec beaucoup d'appréhension quand même, parce que c'était une thérapie de groupe et il y avait quand même beaucoup de personnes. Donc, j'étais assez intimidée. Mais à la fois, donc j'étais très intimidée, j'avais quand même assez peur. Et en même temps, j'ai trouvé que les groupes de thérapie, c'était presque les meilleurs moments de ma vie, si tu veux, à ce moment-là. Parce que je me sentais bien, je me sentais comprise et surtout, ça répondait à un vrai besoin de comprendre comment j'en étais arrivée là, si tu veux. Et est-ce que tu avais fait de la thérapie individuelle avant? Ouais, j'avais fait de la thérapie individuelle, mais ça s'était pas très bien passé. C'est-à-dire J'adore les histoires de boulimiques qui font de la thérapie individuelle, ça peut être assez magique. Je sais pas, j'ai eu une thérapeute à un moment, j'avais l'impression que la thérapie s'était passée dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'elle me racontait ces trucs et du coup, mais peut-être parce que tu sais comme on est en fait, tu es capable de dire que tout va très bien et à exprimer un peu ce que la personne en face de toi souhaite entendre. Et du coup, je sais pas, c'est comme si la thérapie s'était inversée et donc c'était elle qui me racontait ces trucs et puis donc j'avais mis un terme un jour à la thérapie et la personne s'était mise à pleurer au téléphone et tout. Enfin, c'était hyper bizarre. Voilà. Ah oui, donc ça, c'était capacité incroyable quand même. Ouais, non, c'était vraiment bizarre. Et après, sinon, j'avais fait une thérapie avec un monsieur, mais qui était vraiment très bien. Mais comme j'ai découvert la thérapie de Catherine et Catherine voulait qu'on fasse que
une seule thérapie à la fois. Du coup, j'avais été amenée à arrêter. Voilà. Mais juste 2 personnes, en fait. Donc, une personne qui était un peu étrange et après, Catherine. C'est vrai que alors ça, on en reparlera avec Catherine, mais il y a quand même une grosse capacité chez les personnes boulimiques ou d'autres personnalités comme ça qui ont des addictions à retourner un peu le cerveau de son psy s'il est un peu pas trop prêt à traiter les troubles comme la boulimie. Ouais, exactement. Et alors, donc, tu as vécu tout ça. Et il y a quelqu'un sur le chat qui nous dit que c'est la thérapeute qui aurait dû te payer. C'est pas faux. Eh ouais, tu aurais pu aller chercher un peu d'argent. J'aurais peut-être pu gagner de l'argent, ouais. Alors, aujourd'hui, concrètement, après tout ça, comment tu te sens dans tes relations aux autres ? Je me sens vachement mieux. Ce qui ne veut pas nécessairement dire que c'est parfait, mais je me sens beaucoup mieux et je pense que je suis plus à l'écoute des personnes autour de moi et les relations sont plus saines. Bon, c'est un travail, après, c'est un travail de tous les jours, je veux dire. C'est savoir communiquer avec les gens, c'est tous les jours, il faut faire attention et pas revenir dans les vieux schémas que j'avais quand j'étais enfant, quoi. Enfant et jeune adulte. Mais alors, qu'est-ce que c'est un vieux schéma de personnes boulimiques en relation avec les autres ? Là, comme ça, tu penses à quoi ? Pour moi, c'est cette capacité à parler, et pas du tout écouter les personnes autour, couper la parole, reparler de soi, tu vois, reparler, parler. Ouais. Prendre tout l'espace. Ouais. Pour moi, c'est ça. Et je pense, je sais pas si c'est ça pour tout le monde, mais moi, en tout cas, c'était comme ça que ça fonctionnait. Voilà. Et donc, est-ce que tu as remarqué, toi, qu'en travaillant tes relations avec les autres comme ça, c'est par ce biais-là que la boulimie s'est éloignée peu à peu ? Ah ouais, complètement. C'est à force de pratiquer les exercices que Catherine nous avait fait faire que j'ai vu que les symptômes disparaissaient. Et d'ailleurs, ils ont disparu un peu avant la fin de la thérapie. Elle part pas du jour au lendemain. Ah non, pas du tout par contre. Il suffit pas d'un groupe et hop, c'est fini. Voilà. Il faut des mois et des mois de travail pour arriver à avoir une relation différente à la nourriture et à la voir partir. Parce qu'après, il arrive que ça revienne de temps en temps. Tu vois, si tu as une émotion très forte, un décès dans ta famille ou quelque chose, tes émotions très fortes, ça arrive que ça puisse revenir. Mais pour moi, ça n'a rien à voir avec ce que ça a pu être. Vraiment... Ouais, c'est le jour et la nuit, je dirais. Ah bah tant mieux, ça fait plaisir. Ouais. Donc tu es la preuve vivante qu'on peut revenir de ce pays lointain de la boulimie. Exactement, on peut dire ça. Je ne sais pas si je suis la seule, mais j'espère que je ne suis pas la seule, mais effectivement, je suis une des preuves. Et est-ce qu'on revient en étant encore plus en vie que quand on y était ? Pour moi, oui. Moi, la vie que j'ai aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la vie que j'avais avant et même pendant la boulimie. Alors je vais oser cette question, attention. Est-ce que tu serais prête à remercier la boulimie aujourd'hui ? Ah ouais, je pense que je serais prête à remercier la boulimie de m'avoir fait prendre conscience de autant de choses parce que je pense que je me serais pas posé autant de questions sur comment communiquer avec les gens, comment prendre soin des gens qui y a autour de toi, si j'avais pas eu cette grande souffrance intérieure, tu vois. Et aujourd'hui, non, je pense que je regrette pas du tout d'être passée par là, même si ça a été l'horreur et il y a des moments vraiment très sombres. Je trouve que c'est peut-être aussi ce qui m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui, tu vois. En même temps, si la vie c'est une histoire de balance, plus tu vas dans le noir, plus la lumière peut être forte en face. Exactement. Si on va par là, tu vois. Ça, c'était le mot philosophique. Exactement. Eh bien, Amélie, merci beaucoup pour ta parole. Merci à toi. Moi, je suis vraiment certaine que ça viendra aider ou percuter au moins un ou un autre esprit, tu vois. Mais écoute, j'espère. En tout cas, on fait le job, c'est-à-dire qu'on arrête d'en faire un grand secret et on se permet d'en faire aussi, nous, une représentation, tu vois, et d'arrêter de cacher ce genre de choses. C'est tout à fait vrai. Et c'est vrai que c'est important d'en parler, je pense, pour que d'autres puissent trouver une forme d'issue à tout ça. Une forme d'issue et surtout une forme de savoir où est-ce qu'on peut aller se faire soigner et comment, et pour ne pas aller faire une thérapie à son thérapeute. Exactement. Même si ça peut rapporter des sous. Voilà, ce sera une histoire d'un autre commerce. Donc Amélie, merci beaucoup. On va écouter une petite musique pour se retrouver tout de suite après. Si tu veux, tu restes avec nous. C'est toi qui décides. Tu fais au gré de tes envies. Ça marche. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Salut.
et le jour commence. Tu n'as plus l'envie d'aller faire la fête, d'aller choper des mecs. Tout ce qu'il faut voir, tout ce qu'il faut boire n'a plus d'importance, c'est pourri d'avance. Tu veux leur dire tout ça, et bien plus encore, mais les mots viennent pas. À chaque fois la même histoire, quand tu recommences à boire, un réveil sans sommeil, et demain ce sera pareil. Et le jour commence, et le jour immense, et le jour commence, et le jour immense, et le jour commence, et le jour immense, et toi tu finis tout. Et le jour commence, mais tu n'as plus le goût, le silence t'enracine, tu tiens à peine debout sur la route du bar qui c'est que double encore. Tu recommences à boire, mais cette fois de remords, sur la route du mal qui c'est qui double encore. Tu tiens à peine debout, et le jour commence, et le jour immense, et le jour commence, et le jour immense, et le jour commence, et toi tu finis tout. C'était Rhône featuring Jenny Bess avec Le jour commence sur la radio libre de Vivi. Et sans plus attendre, accueillons Catherine Hervé. Bonsoir Catherine. Bonsoir Viviane. Alors Catherine, je ne sais pas si tu connais la tradition dans l'émission, mais chaque invité a un portrait sur son générique de Game of Thrones. Et D'accord. pour toi, c'est maintenant. Catherine Hervé. Psychologue clinicienne, tu travailles depuis 35 ans en accompagnant des personnes boulimiques et anorexiques. Tu as publié 2 livres, dont Les toxicos de la bouffe. Catherine, tu fais partie de celles qui n'étaient pas heureuses de vivre depuis la petite enfance. Tu le dis toi-même, la boulimie était le symptôme de ta personnalité cabossée. Ado, tu étais déjà chez le psychiatre sous antidépresseur. À 20 ans, tu découvres la philosophie et la psychanalyse pendant 1 an. C'est sur ce divan que tu connaîtras enfin cette sensation de liberté, de pouvoir parler de tout. À l'issue de tes études en psychologie clinique, tu sais que tu veux gagner ta vie, mais pas en étant la psy qui se tait derrière et laisse tourner une personne en boucle. C'est en faisant une année en psychosociaux que tu expérimentes la pratique du groupe. Pas dans un but thérapeutique, mais pour apprendre sur le comportement humain. Et là, tu constates que tu as plus d'affirmation de toi-même dans ces groupes, plus de confiance et ta boulimie s'éloigne. À part Jane Fonda en 1985 qui ose parler de boulimie, personne n'en parle. Tu y vois tout de suite une clientèle immédiate possible pour lancer ton activité de psy. Tu lances une annonce dans la presse et te voilà parti pour tes premières soirées groupe par semaine. Débutante, tu apprendras plein de choses sur les boulimiques. Tu seras surprise par les profils de ces personnes, parfois au plus haut de l'échelle sociale. Tu étais à des années-lumière d'imaginer ça. Un article dans le journal des médecins, puis dans Elle, et plein d'appels, et te voilà organiser tes premiers week-ends de thérapie intensive. Tu ne pensais pas te spécialiser dans un domaine, mais aujourd'hui, on peut dire que tu l'es bien. Le groupe s'est imposé, le groupe a fait ses preuves. Merci de venir partager toutes ces années d'expérience, de recul et de savoir, ainsi que ta philosophie. Bienvenue, Catherine Hervé. Alors, Catherine, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Ah oui, je suis touchée par le portrait que tu viens de faire. C'est très, très chouette. Merci, Viviane. Avec plaisir. En même temps, il y a de la matière. Hein. Oui, oui. Et puis, en écoutant ton premier témoignage, je trouve que ça fait plaisir d'entendre une émission qui parle enfin de la boulimie telle qu'elle doit se comprendre. Tu vois, c'est-à-dire pas simplement un symptôme qui détruit la vie, mais quelque chose au fond de soi
qui empêche de vivre et qui fait qu'on a besoin de la boulimie pour s'apaiser. Donc c'est ça qu'on entend par ton émission et franchement, qu'est-ce que j'en suis contente. Ah bah c'est pas fini parce que tu vas vraiment venir creuser le sujet avec nous là-dessus. Et avant de se lancer, je t'amène et je nous amène sur le marché des Vences, là où j'habite, en Ardèche, où samedi matin, j'ai réalisé un micro-trottoir sur le thème de la boulimie. Et on se retrouve tout de suite après, on va écouter ces gens. La radio libre de Vivi. On est samedi matin, il est presque 10h, 11h, je suis au marché des Vences. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur endroit avec toutes ces bonnes odeurs de poulet rôti, de bouffe et tout pour poser la question qui arrive sur Radio Juno. Pour vous, qu'est-ce que c'est la boulimie ? C'est une bonne question. La boulimie, c'est ne pas savoir s'arrêter de manger. C'est trop manger pour compenser. Et est-ce que c'est une histoire de volonté ? Non, c'est nerveux. Ah, la boulimie, c'est quand on mange trop. Ouais, c'est ça. Exactement ça. Et est-ce que c'est une histoire de volonté ? Oui, je pense que oui. C'est-à-dire ? La personne qui est boulimique, c'est c'est quelqu'un qui se pousse à manger parce qu'il a toujours faim. Oui. Il pense qu'il a faim, alors qu'il n'a peut-être pas faim. Mais c'est une volonté de manger, ouais. Moi, je pense que la boulimie, oui, c'est aussi une histoire de maladie. Quand on mange autant, c'est qu'il y a un problème derrière. Problème psychologique. On est bien d'accord ? Je pense que c'est une histoire de souffrance, de blessure et de compensation. La boulimie, Marilyn Monroe. C'est-à-dire qu'elle mangeait beaucoup et elle se faisait vomir pour rester belle et mince. Je suis la professionnelle de la boulimie. C'est quand on mange beaucoup, qu'on a des crises et qu'on mange beaucoup de sucre ou beaucoup de salé et qu'après on regrette et que soit on se fait vomir ou soit on regrette et on va courir. J'ai été une forme de boulimie, pas celle où on se fait vomir, tout ça, mais j'ai eu, adolescente et tout ça, des crises, c'est-à-dire où j'ouvrais les placards et je pouvais manger des petits pois, du chocolat. Et ça m'a complètement quittée, ça c'est cool. Alors c'est une addiction parce que moi je suis addict à la drogue et à l'alcool. Donc c'est une addiction, donc c'est-à-dire qu'on a besoin de se remplir et après comme elles veulent en général rester minces, elles se font vomir pour évacuer le trop plein de nourriture. Je pense que c'est une histoire de volonté que d'arrêter d'être boulimique, ouais. Je pense que ouais. Et est-ce qu'à votre avis c'est une maladie qui touche plus les femmes ou les hommes ? Les femmes. Pourquoi ? Parce que je pense que les hommes, ils en ont rien à foutre d'être gros. Et voilà le micro-trottoir. Alors on est de retour sur la radio libre de Vivi avec Catherine Hervé. Et pour rebondir sur ce qu'on vient d'entendre, Catherine, est-ce que tu peux définir la boulimie pour qu'on sache bien de quoi on va parler ? Alors, la boulimie, c'est un des symptômes d'une personnalité hypersensible depuis la toute première enfance. C'est-à-dire que en fait, ça, même quand on passe une adolescence heureuse, même quand on est content de vivre à l'adolescence, il y a quelque chose qui se passe qui fait que tout d'un coup, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus ce qu'on veut, on a envie de rien, on se sent à côté de soi-même et on a des immenses angoisses. Et c'est à ce moment-là qu'on se jette sur la nourriture, comme d'autres se jettent sur la drogue, ou des adolescents se jettent sur la drogue ou sur l'alcool. Voilà, la boulimie, c'est un des moyens de s'apaiser quand on a trop d'angoisse. Est-ce que ça peut commencer avant l'adolescence ? Oui, je crois que ça peut commencer vers les... Oui, moi, en ce qui me concerne, j'étais toujours très intéressée par la nourriture, même quand j'étais petite, et je me souviens que maman me faisait des gros yeux noirs quand elle me voyait manger. J'étais un petit peu ronde et j'avais déjà très honte de mon corps, tout en n'étant pas si grosse que ça. Bien sûr. Mais je sais que maman avait elle-même honte de son corps. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça. Je crois que j'avais honte de tout, en fait, de mon corps, mais de moi-même. Je me détestais, même avant l'adolescence. Petite fille, j'avais à partir de l'âge de 5-6 ans, j'avais déjà envie de mourir. Oui, toi, tu te dis que tu as été une enfant très triste, en fait. Moi, j'étais une enfant qui était très triste. Et parmi les personnes boulimiques,
il y a deux cas de figure. Il y a les personnes qui ont eu une adolescence vraiment sympa, avec des parents très sympas, dont ils ont d'excellents souvenirs. Et puis, il y a des enfants qui sont carrément en dépression. Il y a vraiment les deux aspects. Et à l'adolescence, par contre, tous se rejoignent. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, on s'aperçoit qu'il manque un truc qui permet de vivre normalement. Donc, ça serait une personnalité qui, dès le départ, aurait pas un souci, je ne sais pas si on peut dire le mot, mais qui aurait déjà quelque chose d'atypique. Voilà, une personnalité hypersensible, tellement peut-être au bord de l'angoisse, même quand on est bébé, et on a besoin de plaire à maman, on a besoin qu'elle soit là tout le temps, on a besoin qu'elle ne nous quitte pas, même pour aller dans la pièce d'à côté. On a d'énormes besoins. Alors, quelquefois, la maman s'en rend compte, mais quelquefois, elle ne s'en rend pas compte. Quelquefois, on n'a pas de mauvais parents pour autant, hein, même quand on est... Voilà, des fois, les parents n'y peuvent rien, mais l'enfant a trop besoin de sa mère et de rester accroché à sa mère pour se sentir exister, dès la petite enfance. Alors après, il va grandir en faisant plaisir à sa mère, en ayant des bonnes notes, en faisant plaisir à la maîtresse, en ayant des bonnes notes, en faisant plaisir à tout un tas de gens, mais sans avoir une réelle identité. Et selon toi, donc là, on est en train de commencer à parler un peu de la personnalité. Donc, les symptômes, c'est la boulimie, c'est-à-dire qu'on voit, c'est ce qui est en train de dire qu'il y a un problème dans la personnalité. Mais qu'est-ce qui se cache concrètement chez ces personnes? C'est donc de l'angoisse. Il y a quoi d'autre qui peut venir chez elles? Alors déjà, il y a un sentiment de ne pas exister vraiment, de ne pas être dans sa vie. Tu vois, la boulimie, c'est l'aspect nutritionnel du problème. Mais il y a d'autres symptômes, comme le symptôme d'avoir une très mauvaise image de soi de toute façon. Et ça, c'est pas lié à la boulimie, parce qu'il y a des filles minces et belles qui sont boulimiques. Donc, très mauvaise image de soi. Il y a aussi le sentiment de ne pas être à la hauteur par rapport aux autres, de ne pas se sentir compris des gens, de ne pas les comprendre non plus. Tu vois, il y a tout ça à côté de la boulimie. Et la boulimie, je pense que c'est l'addiction du petit bébé en nous qui crie le désespoir. Voilà. On a un côté très intelligent comme ça qui peut réussir dans la vie, comme Blanche Gardin qui est brillantissime. Et puis un côté bébé qui réussit pas sa vie affective parce que toujours à côté de soi et à côté des autres. Oui, c'est intéressant de bien souligner ça, c'est-à-dire que les personnes qu'on se trouble, on peut vraiment avoir cette polarité extrême entre briller en société et être profondément à un niveau affectif, d'un niveau d'enfant, comme tu dis, dans leur vie privée, quoi. Voilà, sans s'en rendre compte, hein. Par exemple, tu peux être, je sais pas... avoir une très haute position sociale, être admiré par tout le monde, avoir des relations sociales parfaites, tout le monde t'aime et puis toi, tu te sens à l'aise dans le social, mais dès que l'intimité est en jeu, là, il n'y a plus personne. Et en fait, c'est dans la vie affective que ça va se manifester. C'est pas dans le travail. C'est face à l'autre, quand les émotions sont impliquées, on va se sentir, on va pas savoir être avec l'autre, tu vois. On va toujours lui en demander trop, où on ne va pas oser lui en demander assez, où on ne va pas oser s'exprimer, où on va le bousculer. On n'est jamais en rythme avec l'autre. Parce qu'au fond, on se noie un peu à l'intérieur, tu vois. On se sent un peu comme un noyé. On est noyé par ces angoisses. Et je dis toujours dans mes groupes, quand tu te noies, tu ne regardes pas le paysage qu'il y a autour de toi. Et c'est un peu ça, c'est que tu as le sentiment de te noyer un petit peu, même depuis l'enfance. Et puis, tu t'accroches à tout ce que tu peux pour exister. Et quand tu es adolescente, il faut exister par soi-même. Et là, on ne peut pas. On ne peut qu'avec son intelligence, quoi. Qu'intellectuellement. On peut intellectuellement, mais on ne peut pas émotionnellement. Oui, voilà, il faut bien faire la différence entre l'intellect et l'émotionnel. Et qu'est-ce que c'est pour toi l'intimité? Quand tu dis qu'il y a un problème d'intimité ou qu'on n'arrive pas à gérer l'intimité, qu'est-ce que tu définis par intimité? Eh bien, en fait, les boulimiques, quand je dis qu'elles sont en train de se noyer, donc elles ne regardent pas le paysage, ça veut dire aussi qu'avec les autres, elles ne se rendent pas compte des moments où elles abusent. Tu vois, elles ne se rendent pas compte que l'autre n'est pas à leur service, n'est pas à leur disposition, ne doit pas l'être. Et elles ont besoin qu'il le soit pour se sentir exister. Tu vois, en fait,
il y aura toujours des moments où elles vont être soit grossières, avec, soit trop énervées avec leurs petits amis ou avec leur mari ou avec leurs enfants, enfin, être complètement, on dirait, un comportement hystérique, on dirait quelquefois, hein, tu vois, c'est ce que les gens comprendront le mieux, c'est-à-dire exploser de colère avec ses enfants, avec son mari, en pensant qu'ils nous doivent des trucs, parce que on ne les a pas en soi, et sans ces trucs-là, on croit qu'on ne va pas vivre. Tu vois, on s'accroche aux autres et on a besoin que les autres soient en accord avec ce qu'on ressent de la vie, avec ce qu'on pense de la vie, avec ce qu'on veut de la vie. Et en fait, on ne les laisse pas être eux-mêmes. D'accord. Et dans l'intimité, hein, dans l'intimité. Dans l'intimité, oui, l'intimité qui peut être soit par exemple amicale ou amoureuse. Voilà, amicale ou amoureuse, bien sûr. Sinon, après, professionnellement. En général, amicale, elles arrivent à se débrouiller très bien, les personnes boulimiques, parce qu'elles n'abusent pas. En amitié, on sait à peu près ne pas abuser. C'est surtout dans la relation familiale ou amoureuse que là, on ne sait pas ne pas abuser. On se croit permis de tout. Et ça n'a aucun rapport avec l'éducation? Non, ça n'a pas de rapport avec l'éducation. Les gens... Bien sûr qu'il y aura quand même un rapport selon l'éducation qu'on a reçue. Il y a des gens qui seront plus ou moins, comment dire, bien élevés, on va dire, entre guillemets, qui sauront se tenir, etc., mais qui n'oseront pas s'exprimer pour autant. Tu vois? Bien sûr. Oui, parce il y a des gens très violents qui vont s'exprimer coûte que coûte, et en se sentant le droit de le faire alors qu'en fait, elles dérangent. Elles ne se rendent pas compte qu'elles dérangent. Et puis, il y a les gens qui vont toujours penser avoir peur de déranger et qui ne vont pas oser dire ce qu'elles ressentent dans les situations intimes. Oui, donc dans les deux cas, en fait, qu'on dérange ou qu'on ne dérange pas, on ne prend pas notre place, on ne prend pas la juste place, quoi. Voilà, parce qu'on n'a pas de place, on n'a pas de place, en fait. Et on pense que c'est à l'autre de nous donner une place quelque part. C'est comme si on était un bébé qui attend que l'autre nous donne une place. Et quand l'autre ne nous donne pas une place, on se sent terriblement déçu, humilié, blessé, tu vois? Oui. Oui, je vois bien. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que je pense que ça peut parler peut-être aux gens qui nous écoutent. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne se poseront jamais cette question dans leur vie. Oui. Nous, si. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a des personnes, il n'y a pas que les boulimiques qui ont ça, hein. Bien sûr. Les personnes hypersensibles, elles ont tendance à avoir ce côté-là et à ne pas forcément utiliser la boulimie comme apaisement. Il y en a qui utilisent la violence, il y en a qui utilisent d'autres addictions, et puis il y en a qui ont des addictions qui conviennent, quoi, tu vois, comme le travail, à fond dans le travail tout le temps, ou dans d'autres choses, et ça ira, ce ne sera pas pathologique, ça ne les détruira pas trop. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes boulimiques qui sont très malheureuses de ne pas réussir à être elles-mêmes. Ouais, et ça, il faut déjà, des fois, on n'en a même pas accès. C'est-à-dire que je pense qu'on peut être boulimique sans se rendre compte de son symptôme. T'en penses quoi, toi? Sans se rendre compte de son symptôme. Ben oui, par exemple, moi, j'ai connu des filles ou des garçons bien sûr. Qui se retenaient d'avoir des boulimies. Alors, en étant très, très tendus, très nerveux, très, tu vois, très serrés tout le temps dans la vie, en se retenant d'avoir des boulimies. Et là, ils ne savent pas qu'ils sont boulimiques parce qu'ils réussissent à se retenir. Mais c'est une forme de boulimie. Oui, pardon? Mais c'est une forme de boulimie. C'est une forme de boulimie en ce sens où on n'arrive pas à vivre dans sa peau normalement, à l'aise parmi les autres, sans quelque chose en plus que soi. Oui, parce que nous, on va pas trop s'attarder sur le symptôme, mais c'est vrai que c'est important de préciser qu'on peut être boulimique, c'est-à-dire en vomissant, sans vomir, en compensant par le sport, en contrôlant son alimentation, ou aussi en mangeant d'une certaine manière, c'est-à-dire en étant hyper obsessionnel sur les aliments sains ou pas. Ça peut prendre plein de formes, la boulimie. Tout à fait, ça peut prendre plein de formes. Et alors, la forme la pire, c'est ceux qui vomissent pas, hein, contrairement à ce que les gens croient. Parce qu'on croit toujours que les boulimiques vomisseuses sont les personnes les plus atteintes, alors que pas du tout, c'est les personnes qui souffrent moins par rapport aux boulimiques hyperphagiques. Les boulimiques hyperphagiques, elles souffrent énormément, parce qu'elles ont parfois des
des phases où elles mangent tellement qu'elles ont très, 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 très mal au ventre et qu'elles n'arrivent plus à respirer. Mm. Et qu'en plus, elles peuvent pas se soulager, il y a toute la digestion qui intervient derrière. Voilà, et elles ont mal à la tête le lendemain. Mm. Et enfin, moi, je plains beaucoup celles qui n'arrivent pas à se faire vomir. Ah, ça, c'est rare d'entendre ça. Merci, Catherine. Et j'ai une question pour toi. Quand on se fait vomir, je précise, hein, quand on se fait vomir, il faut quand même aller voir son médecin pour lui demander comment rattraper les carences que peuvent apporter les vomissements. Voilà. Voilà, ça c'est très important, hein. Il faut que le médecin soit compréhensif, qu'il comprenne qu'on ne peut pas ne pas avoir de boulimie et qu'il faut aider la personne à ne pas tomber malade de carence. Oui, ce qui est intéressant dans ton approche, c'est que toi, tu diabolises pas du tout le fait de vomir, c'est qu'un symptôme et t'en fais juste quelque chose de qui se passe tous les jours et au contraire, vivre avec, c'est-à-dire, comme tu dis, prendre en compte le fait qu'il va te manquer des nutriments dans ta vie. Voilà. Et aussi, par contre, il existe quand même, hein, malgré que les boulimiques soient généralement minces, parce que la plupart se font vomir, celles qui se font pas vomir, elles sont héroïquement, elles ont un comportement héroïque avec le sport. C'est-à-dire, quand elles ont mangé, elles réussissent à faire du footing d'une façon extrême, des sports intenses et tout. Je sais pas comment elles font, tellement j'ai de la peine pour elles, tellement c'est dur. Mais elles réussissent à ne pas être grosses, du coup. Oui. Mais quelle vie, quelle vie. Quelle vie, ouais, c'est infernal, hein. Et j'ai une question pour toi de la part d'une auditeur, d'une auditrice. Est-ce que le fait de forcer et d'insister pour qu'un enfant mange certains aliments peut introduire des troubles alimentaires ? Déjà, on va stresser l'enfant sur la nourriture quand on se force. Je crois pas que... Enfin, il faudrait que j'ai le détail, tu vois, mais est-ce bien utile de forcer un enfant à manger certaines choses et pas d'autres? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que... Tu vois, moi j'ai le souvenir, moi j'ai un enfant, hein, qui est grand maintenant, il a 50 ans. Et quand il était petit, moi je ne savais pas le nourrir, je faisais au plus simple, je lui donnais des croquettes de poisson et je lui donnais des yaourts. C'était le plus simple parce que moi j'étais débordée par mes angoisses et mes difficultés, etc. Et donc il ne mangeait que ça avec très peu de légumes et tout. Il avait quasiment toujours mal au ventre et moi je ne savais pas pourquoi. Et aujourd'hui, il mange très très bien, il sait très bien s'alimenter, il n'a pas souffert de ces carences-là. Bon, c'était pas bien ce que j'ai fait, hein, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais ce que je veux dire, c'est que si un enfant ne mange pas d'épinards, c'est quand même pas la fin du monde non plus. Oui, c'est clair. C'est vrai que si ça peut lui éviter d'avoir des troubles. Et en plus, c'est au-delà du trouble alimentaire, c'est vrai que déjà, je trouve qu'il y a aussi un rapport, alors là, je vais sortir les grands mots, mais il y a quand même un rapport de domination entre l'adulte et l'enfant qui se crée à ce moment-là, je pense. Exactement, c'est ça qui fait le plus de mal, je crois. Parce que si tu arrives à faire manger un enfant en étant doux, sympa et comme un jeu, là, ça va. Tu vois, mais si effectivement, quand tu as la position de l'autorité, l'enfant, tu l'abîmes. Ouais, c'est clair. Et il s'en souviendra pas forcément consciemment, mais ça laisse des traces dans sa personnalité. Oui. Tu sais, aujourd'hui, on a découvert que beaucoup de choses laissent des traces, hein. Même crier sur un enfant dans la rue, même ne pas venir tout de suite quand il pleure. Tu vois, des choses comme ça. Il y a des spécialistes de la... Enfin, je connais une neuropsychiatre qui s'appelle Catherine Boublil, je crois. Je crois que c'est son nom, hein. Je ne suis pas très sûre de son nom, j'espère que je ne l'ai pas raté. Okay. Elle est formidable parce qu'elle donne aux jeunes mamans des indications sur la fragilité du bébé et de la petite enfance. Genre, mettez-vous à leur rythme. Tu vois, dans les 6 premiers mois, dans les 8 premiers mois, peut-être dans la première année, c'est le rythme de l'enfant qui compte avant celui de la maman. Jamais en colère, jamais angoissé. Il ne faudrait pas être angoissé. Oui. Avec les temps qui courent, c'est très dur, mais il ne faudrait pas être angoissé. Il ne faudrait pas être nerveux quand on approche de l'enfant. Il ne faut pas lui donner la tétée en téléphonant à sa copine et en criant qu'on s'est fait larguer. Tu vois, il y a plein de choses qu'il ne faut pas faire qu'on sait maintenant. Après, c'est vrai que, comme tu dis, vu les temps qui courent et vu notre façon d'éduquer nos enfants et notre société, c'est pas évident à mettre en place, quoi. C'est pas évident. Alors, quelquefois, quand la maman, ça arrive quand même qu'il y ait des mamans qui soient bien dans leur peau, qui soient joyeuses, qui soient détendues. Malgré les temps qui courent, elle réussira peut-être à faire un bébé équilibré.
Mais c'est difficile d'être détendu avec les temps qui Bien sûr. courent. Il faut faire particulièrement attention à son bébé. Et Il faut faire comme si on était détendu, en fait. Ouais. Sachant que évidemment, rien. Enfin, toi, tu le dis clairement, hein, c'est jamais la faute des parents. Hein, t'es pas là pour mettre la culpabilité sur les Non, parents. mais bien sûr, les mamans font ce qu'elles peuvent. Et c'est pas de leur faute si elles sont malheureuses ou tendues par des choses. Mais au moment où elles sont avec l'enfant, ça n'évitera peut-être pas à l'enfant d'être boulimique plus tard, hein, parce qu'il a peut-être quand même une hypersensibilité. Mais ça lui permettra d'avoir une enfance jusqu'à l'adolescence heureuse. Ce qui est déjà énorme. C'est déjà énorme. C'est déjà une bonne base pour partir dans la vie après. Voilà. Et alors, toi, tu dis qu'en psychanalyse ou en thérapie classique, en général, on règle les conflits que les patients ont en interne. Et pour la boulimie, toi, tu viens bosser avec les personnes sur le conflit qu'elles ont aux autres. De quelle manière ça influe sur la guérison de ces personnes boulimiques ? Oui, alors tu sais, les Freud, quand il a créé la psychanalyse, et il a dit que nous sommes tous plus ou moins névrosés à l'époque. Hein, et tout le monde connaît le mot névrose, etc. Et le mot complexe d'Oedipe. Et c'est vrai qu'à l'époque de Freud, et puis jusqu'à il y a encore pas longtemps, la plupart des gens étaient névrosés. Et je ne sais plus la question que tu m'as posée. Alors, c'est juste que donc, la plupart des gens, ils bossent avec des conflits en interne. Ah et oui, toi, tu me disais qu'en boulimie, on vient surtout bosser sur les conflits aux autres. De quelle manière ça influe ? Donc, le problème des boulimiques, c'est qu'elles ont des personnalités non pas névrosées, ni psychotiques, qu'elles se rassurent, hein, mais entre les deux. C'est-à-dire une personnalité atypique. Et la problématique des personnes boulimiques, c'est pas une problématique libidinale, comme Freud l'a dit, tu vois, pour la psychanalyse et pour les gens qui se traitent en psychanalyse. C'est pas un problème libidinal, c'est un problème de la toute première enfance. C'est une problématique d'attachement, comme on dit maintenant. Tu sais, comme Boris Cyrulnik le dit souvent. C'est-à-dire qu'on a besoin de s'accrocher à la mère, sinon on croit qu'on va mourir. Et ce type de personnes, elles n'ont pas de conflits libidinaux parce qu'elles n'atteignent jamais le stade de maturité du complexe d'Oedipe. Donc, ce n'est pas un conflit libidinal, ça ne sera pas un conflit d'amour, si tu veux. Ça sera un conflit de survie de soi à soi. Ça ne sera pas de soi vers l'autre, pardon, de soi vers l'autre. C'est l'environnement, un conflit avec l'environnement. Ce n'est pas un conflit entre sa culpabilité et soi-même. Tu vois, comme chez les névrosés. Ouais. Les névrosés ont des... Freud disait que c'était la libido, la sexualité qui était la base de tout. Et que du coup, le conflit était plus ou moins entre soi et soi. On voudrait faire un truc, mais on s'en empêche parce qu'on a peur que l'autre nous tue. Tu vois, c'est pas ce schéma-là. Chez les boulimiques, c'est un symptôme qui relève d'une personnalité atypique, et donc son problème, c'est exister, se sentir exister. C'est pas du tout, elle n'en est pas du tout au sexe, hein. Pas du tout à la libido. Elle est vraiment, c'est le rapport aux autres qui peut la mettre dans cette position de souffrance. C'est qu'elle reste toute sa vie un petit bébé qui a besoin d'être pris en charge, même si elle devient plus tard une célébrité ou un chef d'entreprise, pas sur le plan affectif. Alors, je propose qu'on se fasse une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Ok, Catherine ? D'accord.
Alors, c'était Rhône avec le titre Paris 13, issu de l'album Les Olympiades. Pendant cette émission, j'avais envie qu'on soit accompagné essentiellement par Rhône ce soir, donc ce n'est pas fini. Vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à venir sur le chat de Radio Juno et venir vous poser vos questions si vous avez envie à Catherine ou aux autres invités. Alors Catherine, on va continuer et on va parler un peu plus de ton travail maintenant que tu proposes pour venir aider les personnes boulimiques. Donc toi, tu privilégies exclusivement le travail en groupe pour la psychothérapie. D'où t'es venue cette certitude que c'est le groupe qui allait fonctionner ? Peut-être par ma propre expérience, parce que moi j'avais fait beaucoup d'individuels quand j'étais très mal, et puis ça menait nulle part, aussi bien avec les psychiatres que même avec la psychanalyse que j'ai faite à l'âge de 20 ans. J'en ai refait une autre à l'âge de 35 ans. Et je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec le fait que le psychanalyste laisse toute la place, tu vois. Mmh. Je pense que les personnes boulimiques ne savent pas quand elles déconnent. Elles ne se rendent vraiment pas compte. Et donc, tourner en rond autour de ces croyances limitantes, le psychanalyste fera peut-être une remarque, mais la boulimique ne l'entendra pas vraiment. Je crois qu'elle a besoin de vraiment qu'on lui mette les points sur les i sur les choses qu'elle ne voit pas, quand elle ne voit pas clair, quand elle exagère, quand elle est trop violente ou quand elle est trop passive, ou qu'est-ce que ça fait à l'autre, si tu veux, quand on est violent, quand on est passif, quand on est invasif. Tu vois, je crois qu'elles ne se rendent pas compte du tout et elles ont besoin d'apprendre. Et ça, on apprend au sein d'un groupe. On ne peut pas apprendre ça en face à face avec un thérapeute, si ? Je crois qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle thérapie qui vient de naître, c'est la mentalisation. Mmh. Et là, c'est assez formidable. C'est Peter Fonagy et Alexandre Bateson, je crois. Mmh. Ils ont créé une forme de thérapie qui est, qui est une thérapie de la relation. C'est-à-dire que tout le monde dit ce qu'il pense. La personne boulimique dit ce qu'elle pense. Enfin, en fait, il fait avec des borderline, pas avec des boulimiques. Ok. Moi, j'ai un peu l'impression que toutes les boulimiques sont borderline, mais ce n'est pas l'idée de tout le monde. D'accord. Alors, lui, il fait avec les borderline. Et alors, lui, il dit tout ce qu'il ressent de ce que la personne lui a dit. Il dit quand il est blessé. Il dit quand il ne comprend pas, quand il sent que c'est faux. Il explique quand il sent que c'est une croyance limitante. Il y a un vrai dialogue d'égal à égal qui se passe entre la personne et le psy, qui fait que ça peut aller quelque part. Parce qu'on apprend la relation à l'autre. Et en apprenant la relation à l'autre, on finit par avoir une relation à soi-même. C'est ce que dit aussi le philosophe Charles Pépin, dans un livre qu'il vient d'écrire qui s'appelle « La rencontre ». Ah oui, j'ai écouté ce podcast, oui. J'adore, je l'écoute en boucle tout le temps. Et surtout, son bouquin, La rencontre, il est génial parce que, et Cyrulnik le dit aussi, c'est qu'on ne peut pas se trouver soi-même sans en passer par la relation à l'autre. Or, le problème des boulimiques, c'est qu'elles ne peuvent pas avoir une relation à l'autre parce qu'elles sont dans l'exigence et dans l'angoisse. C'est-à-dire, elles ne se rendent pas compte que l'autre ne peut pas leur donner ce qu'elles demandent. Oui, donc quand ça sert à rien de dire à une personne boulimique sois d'abord bien avec toi-même pour être bien avec les autres. C'est ce qu'on disait avant, mais je n'y crois pas du tout. Maintenant, les philosophes et les psychothérapeutes sérieux d'aujourd'hui ne le disent plus, tu vois. Maintenant, on sait très bien que il faut d'abord sortir de soi pour se rencontrer soi à travers l'autre. Donc toi, tu n'es vraiment pas pour cette neutralité de la posture du psy ? Alors déjà, pas pour la neutralité. Et je trouve qu'en individuel, c'est très difficile avec une personne boulimique. C'est tellement difficile que moi, je n'en fais quasiment jamais. Qu'est-ce qui est difficile pour toi ? C'est difficile de la convaincre qu'elle se trompe, par exemple.
Alors que quand elle est dans un groupe intensif qui dure 2 jours et qu'elle s'est trompée, puis que tout le monde lui a dit, ou lui a dit ce que ça faisait, ce qu'elle venait de dire, comment les autres ne le ressentaient pas, ou comment c'était pas en accord avec ce que les autres ressentent, etc. Petit à petit, la personne dans un groupe, elle se rend compte qu'elle se trompe. Oui, c'est ça le fonctionnement du groupe, c'est que c'est les autres qui font miroir, et il y a beaucoup de miroirs. Voilà. Ce qui peut être pratique. Et donc toi, si on parle de ta méthode, tu organises des séances intensives en groupe sur un week-end, par exemple. Mais donc, elle s'engage à faire 18 groupes, si je me trompe pas. Tout à fait. Les gens, ils peuvent essayer une fois ou deux sans s'engager, pour voir si vraiment ils aiment bien, s'ils supportent et tout. Et puis surtout, ils voient aussi le cheminement des gens qui ont déjà fait plusieurs groupes. Donc, comme cette méthode, elle est un peu bizarre, tu sais, c'est comme une aventure où on part, il n'y a rien de programmé dans cette approche. On part la parole libre, on dit ce qu'on veut, quand on veut, on est juste obligé d'être authentique et puis d'essayer de ne pas blesser les autres dans son authenticité. Mais c'est à partir de ce que j'aime et ce que j'aime pas que je vais découvrir qui je suis. Oui, d'ailleurs, toi, tu dis souvent que, par exemple, on peut ne pas savoir ce qu'on aime dans la vie, alors autant commencer par ce qu'on n'aime pas. Voilà, souvent les boulimiques, elles disent ça, elles disent, quand on leur demande, mais essaye de trouver ce qui te fait plaisir ou ce que tu aimes, ou partons de là. Ou même quand elles font une séance d'hypnose, l'hypnothérapeute leur dit, essaye de trouver une image rassurante ou apaisante. Et elles ne trouvent pas, parce qu'elles sont tout le temps tendues, et donc elles ne retiennent pas. Même quand elles ont été apaisées, elles ne le retiennent pas. Elles ne retiennent que l'angoisse, elles ne vivent que dans la tension permanente. Et pendant, par exemple, un week-end, toi, donc en groupe intensif, donc c'est 2 jours, c'est combien d'heures par jour, les séances ? En tout, c'est 8 heures sur le week-end. C'est samedi de 15h à 19h et dimanche pareil. Et vous venez, tu viens travailler quoi avec elle pendant ces 2 jours ? Alors aujourd'hui, je fais ça par Zoom, je fais plus ça en présentiel, mais je donne pas de règles. Tu vois, enfin, je donne pas de règles. Je donne pas. J'ai envie que ça se passe un peu comme une aventure, sans qu'on sache ce qui va se passer la minute d'après. J'utilise beaucoup la philosophie aussi. Tu vois, c'est une expérience, c'est une aventure. Et dans cette aventure, faut être honnête, faut être authentique, et puis il faut réagir à ce qui se dit. Et dans ces réactions, on découvrira qui on est à l'heure d'aujourd'hui. Et en général, ce qu'on est à l'heure d'aujourd'hui, c'est une répétition de ce qu'on était dans l'enfance, tu vois. Quand je fais travailler une colère ou une angoisse ou une peur à quelqu'un, c'est en général sa colère d'enfant que je fais travailler ou sa peur d'enfant. Et dans un groupe, en travaillant ça, dans sa vie d'adulte, elle arrive à réparer ce qui n'était pas fait dans sa vie d'enfant. Et du coup, ce qui se joue pendant le groupe, ce que tu fais travailler par exemple pendant le groupe, ça peut forcément exister en dehors du groupe une fois qu'elles sont sorties. Ah oui, parce qu'elles apprennent des codes, c'est-à-dire qu'elles découvrent qu'elles n'ont pas à être agressives. D'ailleurs, je leur donne des règles. Je leur dis, mais ce sont des règles de la philosophie traditionnelle. C'est-à-dire, dans la vie, il ne faut pas croire qu'on comprend les choses parce qu'on ne comprend rien. Si on ne comprend pas, il ne faut pas juger les gens. Donc, je leur apprends à éviter de juger, éviter de comprendre, éviter de se juger elles-mêmes aussi, et se centrer sur ce qu'elles aiment et ce qu'elles n'aiment pas, et avoir le courage de ne pas faire ce qu'elles n'aiment pas, et le courage de faire ce qu'elles aiment, mais dans la bienveillance avec l'autre. C'est-à-dire, tout est une question de forme. Quelquefois, elles ont peur de déplaire, mais je leur dis oui, peut-être que tu vas déplaire, mais si tu le dis gentiment, tu ne déplairas pas trop. Et quand tu dis, je reviens juste sur la notion de ne pas juger, ça doit être dur d'entendre ça au début, parce qu'on arrive avec plein de jugements. Comment c'est aussi simple de dire ne pas juger ? Comment on fait ? Alors que notre cerveau, par exemple, peut être en boucle sur des jugements incroyables toute la journée. C'est pour ça qu'on fait des groupes, c'est parce qu'on s'entraîne déjà dans les groupes. C'est-à-dire que c'est dans les groupes, dans le vivier émotionnel qu'on se rend compte qu'on juge. Il faut d'abord se rendre compte qu'on juge tout le temps, tu vois. Et il faut se rendre compte aussi que quand on juge, on se trompe souvent. Et ça, c'est les groupes qui permettent de le voir. Alors, dès l'instant où on l'a vu dans les groupes, après, dans la vie, on se méfie de soi.
On se méfie de ce qu'on croit comprendre, on se méfie de ce qu'on croit juger. En fait, tu as créé un espèce de grand laboratoire géant, humain. Ben oui. Oh, c'est génial. Et alors, est-ce que si la personne boulimique est envoyée par quelqu'un d'autre sans que ça soit réellement sa volonté, est-ce que la thérapie peut fonctionner sur elle ou pas? J'ai déjà reçu... Non, en fait, non, parce que quelquefois, j'ai des parents qui m'appellent et qui me disent, voilà, ma fille, elle n'est pas bien, etc. Alors, quand j'étais plus jeune, j'étais un peu sèche avec les parents parce que c'est quand même une affaire de la personne concernée. Mais maintenant, je suis très compréhensive, je ne suis pas du tout sèche avec les parents, mais je leur dis qu'il faut vraiment que les personnes concernées m'appellent pour que je sente leur motivation. Aucune psychothérapie ne peut se faire sans la motivation. Donc, ça ne sert à rien d'envoyer son enfant par force. On peut lui demander de m'appeler, mais l'enfant qui ne veut pas... Tu sais, j'ai fait plein de vidéos sur YouTube pour montrer des gens qui ont ces souffrances-là, qui ont ces problématiques-là, et qui les ont dépassées. Donc, les parents peuvent montrer ces vidéos aux enfants, et si les enfants se disent « Ah ben oui, je ne croyais pas que j'avais ça », ou « Je ne croyais pas que c'était possible que ça se dépasse », peut-être qu'ils vont oser m'appeler. Oui, ça serait peut-être une petite graine qui va germer. Voilà, mais en même temps, le parent, je lui explique aussi, je lui explique ce qu'il a besoin de comprendre. D'ailleurs, j'ai fait aussi un bouquin en dehors des toxicos de la bouffe pour les parents et les familles. Oui. Ça s'appelle Guide de survie pour vous et pour vos proches, chez Duno, ou Interaction, je ne sais plus. Qui peut permettre aux proches d'avoir des outils. Voilà, ne pas trop... il ne faut surtout pas faire de reproches aux boulimiques, parce que si elles n'avaient pas leur boulimie, je pense qu'elle pourrait peut-être se suicider, tu vois. Bah d'ailleurs, Blanche Gardin, elle le dit très bien. Tu as vu dans l'extrait que j'ai mis au tout début, c'est ce qu'elle dit dans son spectacle. D'avoir d'avoir un but dans la vie, c'est-à-dire d'éviter d'avoir un gros cul, ça permet d'éviter de se suicider. Oui, enfin bon, elle le dit avec humour. Oui. Mais je ne sais pas si elle est toujours contente d'avoir un gros cul. D'ailleurs, il me semble qu'elle a minci. Elle n'a plus trop un gros cul maintenant. mais en tout cas, oui, il ne faut pas donner aucune pression. Et c'est très difficile à vivre pour les parents parce que le frigidaire se vide, les placards se vident. La personne, elle est toujours à l'ouest. Soit elle est malheureuse, soit elle est soumise. Tu vois, les parents, ils sentent bien qu'il y a un énorme problème, quoi. Bah, ils sont en détresse, ils ne savent pas quoi faire. Et tu faisais des groupes pendant un temps avec les parents ou pas, toi? Oui, il y a une époque où j'ai proposé à mes participantes d'amener leurs parents, ceux qui avaient envie de comprendre et puis de participer à des groupes pour voir comment ça se passait. Et c'est plutôt sympa. Maintenant, je fais des groupes par Zoom où les parents peuvent venir quand une personne est en connexion Zoom avec moi et avec les autres du groupe. Les parents, quelquefois, ils peuvent venir poser une question, on leur répondra. C'est très ouvert. Il faut qu'ils comprennent, les parents, que c'est la boulimie ou peut-être le suicide. Ouais. Donc, c'est une sacrée béquille pour vivre. Voilà. Il faut qu'ils comprennent aussi que les vomissements, c'est pas forcément le pire, quoi. Ouais. Je sais qu'il y a des accidents avec les vomissements, mais si on est suivi par un médecin pour les compléments alimentaires, il n'y a pas tant que ça d'accidents, il y en a moins que des accidents de voiture, tu vois. Ouais. Oui, en fait, on a quand même bien fait de la boulimie qui vomit une image très sombre, quoi. Voilà, alors il faut qu'elle se surveille, il ne faut pas qu'elle ait honte, il faut qu'elle sache qu'elle en a besoin parce que ça l'apaise, et que si elle vomit, c'est pour pas devenir obèse. Et du coup, ça, plus tard, ça sera vraiment bien pour elle, quoi. Quand elle aura plus de boulimie, elle aura plus de vomissement non plus. Voilà. Tu vois, et elle sera pas obèse. Et d'ailleurs, le fait de ne pas vomir, c'est pas très sain non plus, hein, pour la santé. Ah bah. Je sais pas ce qui est le plus sain, quoi, tu vois. Bah ouais, de toute façon, c'est pas un concours. Dans tous les cas, c'est la souffrance qui prime, quoi. Voilà. N'empêche qu'il y a des gens qui réussissent pas à vomir et qui n'en ont pas du tout envie. Oui. Tu vois, il y a des gens qui ont besoin de se sentir pleins et vomir, ça leur viendrait même pas à l'idée. Hein. Oui, c'est clair. Ouais, non, mais il y a vraiment plein de formes de boulimie, quoi. Toutes sortes de formes, oui. Et alors, est-ce que toi, tu fais un lien entre la boulimie et les injonctions faites au corps des femmes ? Tous ces corps parfaits qu'on voit partout, cette minceur qu'on demande, cette taille de guêpe, est-ce que tu crois que ça peut avoir un rapport ?
Écoute, il est certain que les boulimiques cherchent à être parfaites parce qu'elles se sentent moins que rien. Donc, elles cherchent à plaire tout en se sentant vides. Donc, elles vont jouer le rôle de la personne plus que parfaite. Donc, plus que parfaite, ça veut dire quoi? Ressembler au mannequin quand on est une femme, hein. Même quand on est un homme. Mais peut-être que dans des temps autres, il y avait peut-être autant de boulimie, et puis la perfection, elle se manifestait autrement, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ok. Alors, toi, tu fais ces groupes depuis maintenant plusieurs années. Combien d'années déjà 35 ans. 35 ans. Est-ce que tu t'épanouis toujours autant dans ton métier? Oh, j'adore faire les groupes. J'en ai eu, à l'époque du présentiel, j'en avais 3 par mois, 3 week-ends par mois. Maintenant, j'ai 2 week-ends par mois. Et jamais je n'arrive à un week-end en me disant, oh là là, j'ai du travail là. Ça va être dur. Jamais. Et alors, depuis que je fais, j'ai trouvé un autre système depuis Zoom, en plus des groupes de thérapie, on a un groupe de parole le soir où on applique ce qu'on apprend en thérapie. Et dans les groupes de parole, on apprend à parler sans agresser l'autre, avec authenticité, en essayant de ne pas être lourd, tout en disant des choses tristes quelquefois quand on les vit, hein, mais sans peser sur les gens. Et du coup, ces moments-là sont des moments vraiment extraordinairement conviviaux, agréables, ces groupes de parole. Tu vas toujours avec autant de joie. Voilà, du coup, moi, j'y vais avec un vrai plaisir. Et je t'avouerai franchement que depuis ces groupes de parole du soir, moi-même, je me suis adoucie. Ah, parce que toi, est-ce que tu avais une personnalité assez dure, si je me souviens bien, quand tu étais plus jeune? Oui, j'étais pour moi, alors, dans les premières années, l'authenticité, c'est ce qui comptait plus que tout. Et puis, après, je me suis rendu compte que l'authenticité, ce n'était pas suffisant, qu'il fallait aussi être attentif aux autres et les laisser être ce qu'ils sont, tu vois, tout en étant authentique. C'est ça qui est très difficile à faire. C'est cet équilibre-là qui est très difficile à trouver. Et je ne sais plus ta question. Ah mince, j'ai oublié, moi aussi, elle est partie. En tout cas, oui, toi, tu t'es adoucie parce que tu partais quand même d'une personnalité qui était quand même assez explosive, si je me souviens bien. Voilà, je me suis adoucie parce que je crois que c'est, d'une part, il y a ces groupes de parole dernièrement avec Zoom, et puis d'autre part, il y avait avant ça, j'ai fait toutes sortes de formations, dont l'hypnose ericksonienne. Et l'hypnose ericksonienne, c'est pas que l'hypnose, c'est apprendre à respecter l'autre dans son univers. C'est découvrir que chacun a un univers qui n'est pas que verbal, mais qui est aussi non verbal, etc. C'est apprendre la patience aussi, c'est tout ça. Donc, je crois que l'hypnose ericksonienne, la thérapie de Milton Erickson, ça m'a aussi adoucie. Est-ce que, au contact de tes participants et participantes, toi, tu as évolué aussi personnellement? Sur le plan physique, je dirais. Elles sont tellement magnifiques que je les imite le plus que je peux. Attends, tu peux redire ce que tu viens de dire? Je trouve que les boulimiques sont à peu près toutes magnifiques et que je les imite. Quand elles ont un super pull, je leur demande d'où il sort. Quand elles ont une belle coiffure, je me dis waouh, je vais faire la même. Quand elles ont l'art, mais vraiment, c'est des artistes, hein, certaines. Elles ont une créativité extraordinaire. Et souvent, d'ailleurs, il y en a qui sont mannequins, danseurs. Et puis, même s'ils ne sont pas dans l'image, quelquefois, ils pourraient l'être. Je me rappelle une jeune femme institutrice qui aurait pu être mannequin ou top modèle tellement elle était mignonne et charmante. Ouais, c'est la force des personnes boulimiques. Oui, elles veulent être parfaites et elles y parviennent très bien. Ouais. Au moins, une fois qu'on est guéri, on a un peu cette capacité-là. C'est un bon côté de la chose. Oui, bien sûr, ça c'est... on est jusqu'au boutiste. Exactement. Oui, tiens, je vais te poser cette question. Quelles sont les bonnes nouvelles dans cette personnalité boulimique? Qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui nous sert dans la vie de tous les jours? Alors, tu vois, comme on a une personnalité atypique par rapport aux autres, on se sent un peu fou et on en a honte quand on n'est pas bien. Mais une fois qu'on a appris à être bien dans sa peau, on a toujours ce côté un peu fou, on n'en a plus honte. Et ça, il est génial, ce côté un petit peu fou, tu vois. Dès qu'on a accepté sa folie ou ce qu'on ne fait pas comme les autres, à condition évidemment de ne pas bousculer les gens.
tu vois, Bien d'être sûr. charmant. Et ben, je trouve que ça, c'est libératoire. Parce qu'on ne sera jamais comme tout le monde. On a une personnalité atypique. Et puis, on peut être heureux avec une personnalité atypique, justement, qui a beaucoup de qualités. Jusqu'au boutiste, ne lâchant pas prise quand elles ont besoin de quelque chose. Elle serait capable de monter sans avoir jamais fait d'alpiniste en haut de l'Himalaya si elle le décide, tu vois. Oh bah, Amélie, qu'on a entendu en début d'émission, est complètement capable de faire ça, hein, typiquement. Ah oui, d'accord. Ben, j'ai vu des cas extraordinaires, quoi. J'ai vu des gens extraordinaires. Je suis épatée, par exemple, tu avais fait écouter une séquence de Blanche Gardin au début. Hein. Ouais. Je suis épatée par Blanche Gardin, moi. J'ai une admiration sans borne pour cette fille, tu vois. Et c'est des gens brillantissimes, souvent, qui ont cette problématique-là. Et d'ailleurs, c'est N'empêche, vrai que Blanche Gardin, comme on peut le dire, elle est vraiment atypique, même dans ce qu'elle fait. C'est-à-dire que c'est indéfinissable, son œuvre. Voilà, maintenant, elle fait tout d'une façon atypique et c'est pour ça qu'elle réussit si bien. Grave. Je crois que les personnes boulimiques, elles restent atypiques et il faut qu'elles le restent surtout. Il ne faut pas qu'elles aient honte de ne pas vouloir les choses comme tout le monde, de ne pas faire les choses comme tout le monde, de vouloir aller à droite quand les autres vont à gauche, de vouloir faire 3 fois le tour de la pièce avant de partir ou passer 4 heures à s'habiller avant de descendre, c'est pas grave. Pas faire la vaisselle, c'est pas grave. Être bordélique, c'est pas grave. Être trop soigneuse ou trop rangée, c'est pas grave. Tous les défauts ne sont pas graves. Ah, j'adore ce que tu dis, ça va leur faire du bien. Et surtout, suivre ses élans sans faire de mal à personne. En fait, des défauts, c'est des caractéristiques. Voilà. Et suivre leurs élans, tu vois, pas se préoccuper trop de ce que les autres vont penser. Parce que, en fait, je crois qu'il faut avoir une morale intérieure, une éthique intérieure. Ça, c'est la philosophie qui aide beaucoup. C'est pour ça que moi, j'arrête pas d'en écouter. Et j'ai une licence de philo aussi avant la psychanalyse. Et depuis, je suis amoureuse de la philo. Je l'applique dans ma vie et je vois combien ça me réussit à moi, tout en ayant moi-même une personnalité atypique. Quelquefois, les gens ils me regardent avec des grands yeux. Tout en ayant une personnalité atypique, je me laisse vivre comme j'ai envie de vivre. Seulement, je suis très gentille avec eux, je ne les bouscule pas, je ne les embête pas. S'ils ne sont pas d'accord, je leur dis gentiment, c'est dommage que tu ne sois pas d'accord, mais bon, je serai comme ça. Ouais, bah tu te laisses, enfin tu vis quoi, sans faire mal aux autres. Alors que quand j'étais plus jeune, quelqu'un qui n'était pas d'accord avec moi, j'aurais tout fait pour qu'il soit d'accord. Et j'aurais dit, et à la fin, quand j'aurais pas réussi, j'aurais dit, au fond, t'es un connard, je veux plus te fréquenter. On la connaît celle-ci, on la connaît bien. Oui. Ah ça, je pense que ça parlera à pas mal de gens qui nous écoutent. Écoute, merci beaucoup Catherine, c'est un plaisir de t'avoir reçu. Je voulais dire que quand même, il y a des boulimiques qui sont très très maigres, qui ressemblent à des anorexiques, et qu'on est obligé dans un premier temps d'hospitaliser et de faire des traitements d'anorexiques pour qu'elles grossissent. Malheureusement, dur, mais c'est comme ça. Et puis, tu as des boulimiques qui sont obèses parce qu'elles sont déprimées et qu'elles n'ont plus la force de faire attention, d'essayer d'être parfaites. Et du coup, elles sont obèses, et elles sont très malheureuses. Bien sûr. Et je voulais rajouter ça quand même parce que toutes n'ont pas des looks mannequins, mais ces exceptions sont quand même des exceptions. Quelles exceptions? Les mannequins? Je veux dire, dans les très maigres ou les très grosses, dans la boulimie, ce sont quand même des exceptions. D'accord. Oui, c'est vraiment... c'est assez anecdotique, quoi. Ouais. Ok. Est-ce que tu as un message à passer aux personnes boulimiques qui nous écoutent? Un petit mot pour elles? Eh bien, si vous faites une thérapie individuelle, ce qui est intéressant, c'est de ne pas plonger dans votre enfance pour voir quel événement a pu être responsable de votre problème d'aujourd'hui, mais c'est de travailler la relation avec votre psy en toute honnêteté. Par exemple, s'il fait quelque chose qui ne vous plaît pas, si vous avez l'impression qu'il ne vous entend pas bien, si vous êtes énervé contre lui, eh bien, dites-lui, parce que ça, c'est un travail sur la relation et c'est comme ça que vous allez travailler vos émotions d'enfant. Et en plus, vous rendrez peut-être même service au psy. Ah oui, il va se sentir mieux du coup. Il va se sentir mieux parce qu'il va avoir l'impression de faire un travail très intéressant. Voilà. Et comme ça, tout le monde est content. Souvent, d'ailleurs, les psys ont peur des boulimiques parce qu'elles sont très blanc ou noir, très excessives, quoi. Et à part les boulimiques qui ont tendance à être soumises, les autres, elles partent tout de suite, elles ne restent pas longtemps, quoi. Oui, et puis il n'est pas question de perdre son temps et de garder la langue dans sa poche, quoi. Voilà.
Ok. Merci beaucoup, Catherine. Merci infiniment. On te laisse ici et je te fais des gros bisous. Moi aussi, Viviane, gros bisous. On se retrouve tout de suite après cette pause musicale. Alors c'était toujours Rhône évidemment avec le titre Esperanza. Et maintenant accueillons Seb qui est à Carcassonne. Seb, tu as 46 ans et toi aussi tu reviens de cette contrée lointaine qui est la boulimie. Bienvenue Sébastien. Eh ben oui, salut, bienvenue. Alors, juste avant qu'on commence tous les deux, il y a un petit mot sur le chat pour Catherine qui dit « Catherine, elle fait mal et fait du bien en même temps, c'était top ». Donc voilà, écoute Catherine, okay. Je pense que cette dédicace te fera plaisir. Alors Seb, toi aussi, donc tu reviens de ce pays incroyable qu'on connaît, les terres lointaines de la boulimie. Sans rentrer trop dans les détails, quelle forme prenait ta boulimie à toi ?
Et ben, après avoir entendu parler les deux d'avant, moi j'étais remplissage de ventre jusqu'à m'en faire exploser, mais pas vomisseur. Donc voilà, moi je faisais partie de ces personnes qui partaient faire des heures et des heures de sport après avoir mangé. Donc ça prenait tout mon temps. Ouais. Tout ton temps. Est-ce que ça prenait tout ton esprit? Ah oui, bah l'esprit était déjà pris par comment je vais manger, quand et à quel moment je vais craquer dans la journée. Mais après, c'était aussi comment je vais faire pour aller perdre. Voilà, donc quand on vomit, ça prend 3 minutes. Quand on va courir, ça prend 3 heures, quoi. Et je me suis retrouvé avec des footings en milieu de nuit, avec des choses comme ça, quoi, aussi aberrantes et aussi folles que ça, quoi. C'est clair. Ah oui. Et donc tu partais courir comme ça en pleine nuit Ouais, vraiment, il s'est passé ça. Il s'est passé des soirs où il est 10h30 et je fais putain, mais je peux pas aller me coucher comme ça, quoi, pas possible. Donc, allez, jogging, veste, pull, et puis c'est parti, quoi, dans les rues de Besançon à l'époque. Et voilà, tu cours de 10h30 à minuit et demi, 1h. Puis là, et voilà. en ayant mangé juste avant? Ouais. Oui, donc en effet, Catherine dit que vous avez quand même une force incroyable parce qu'il faut y aller pour bouger son corps quand tu viens de faire une crise et aller courir. Ben, la première heure, elle est tout juste infernale. On est d'accord. T'as le ventre qui explose et tu te forces et il faut courir. Mais après, tu sens que ça passe et après, tu sais que c'est pour la bonne cause, quoi. Donc, c'était ma méthode. Et après, est-ce que tu te sentais bien ou pas du tout? Au retour, après... la question piège. Je sais pas. Ah non, pas tout le temps bien. Des fois, tu as même envie de recommencer, quoi. Ouais, c'est clair. Et combien de temps ça a duré pour toi, ce grand secret où t'en parlais pas, tu vois? Ah, moi, je suis un vieux de la boulimie. Moi, je suis un ancien. J'ai gardé ça pendant 20 ans pour moi. 20 ans pour toi? À peu près. Ah ouais. Je crois que j'ai participé au groupe de l'intervenante précédente, donc de Catherine, et j'y suis allé, quel âge j'avais, bon sang, tu vois, tu me poses la question en direct là, j'avais déjà ouais, c'est ça, j'avais fait 20 ans de boulimie, quoi, à peu près. Sans le dire à personne? Sans le dire à personne, exactement. Est-ce que tu avais une femme, des enfants? J'ai eu des copines assez sérieuses et puis quand je suis allé voir, quand j'ai décidé de me prendre en main et d'aller à la thérapie à Paris, là j'avais une femme et 2 enfants. Et est-ce que tu avais réussi à cacher ça à ta famille? Oui. Ah ouais. Oui. Ils n'ont jamais rien vu? Je l'ai dit tout à la fin, juste avant d'aller au groupe et la dernière année, quoi, que j'avais besoin d'être un peu tout seul dans la cuisine le soir pour manger. Mais sinon, non, personne n'a rien vu. Ben non, super malin. Hein. Enfin, et c'est pour ça que je pense que les personnes boulimiques devraient faire du théâtre quand même. Il y a moyen qu'ils soient bien doués dans l'histoire. Ouais. Ah ouais, c'est clair. Et alors, est-ce que tu te souviens comment étaient tes relations aux autres pendant cette période boulimique? Tout à l'heure, Catherine a dit un truc, qu'on est à côté de sa vie, c'était ça. J'étais à côté de moi-même, j'étais à côté... Je n'étais jamais dedans, dans tout ce que j'ai fait. Je le vivais avec une petite tête décalée, en attendant que je puisse aller manger, pratiquement. Tu vois, c'était presque ça. La vraie vie était le repas qui allait arriver et tout le reste, ça passait le temps. Voilà, donc, tu étais complètement à côté de la plaque, quoi. Oui, à côté des émotions, à côté de la... Je les ai vécus, les trucs. J'ai fait tous les trucs de jeune, d'aller à des fêtes, d'aller à des soirées, d'aller à des concerts, d'aller à des trucs de... Mais c'était pas réel. C'est intéressant, ça. Voilà. Ouais, c'était pas réel. En fait, tu les vivais pour les vivre, mais tu les vivais pas émotionnellement. Oui, c'est bien résumé. Voilà. Émotionnellement, c'était... J'étais pas là. Mais pour tout, hein, ça s'est passé aussi pour des grands événements familiaux. Tu vois, je pouvais casser une relation avec quelqu'un depuis très longtemps et puis ça me faisait presque rien. Je pouvais entendre le décès de quelqu'un et puis voilà. Enfin, tu vois, toutes ces émotions, elles étaient mises à distance. Je sais pas comment. C'est bizarre. Et alors, toi, donc, tu as pu suivre, comme tu disais, la thérapie de groupe de Catherine. Est-ce que tu peux nous raconter comment le Seb de l'époque a vécu son premier groupe et dans quel état il est arrivé là-dedans?
Je suis arrivé en méga tension habituelle, hein, avec ma préparation déjà de tout ce que je pouvais dire, comment je pouvais le dire. Et j'avais presque un bagage de phrases que je pouvais sortir. Mhm. Et je crois que déjà, c'est dur de placer une phrase dans le groupe de Catherine parce qu'il y a du monde. Et quand tu places et quand c'est ton tour, et je me suis fait griller en 4 minutes par Catherine, je crois à peu près. Tu t'es fait griller, c'est-à-dire? Ouais, elle m'a dit, si c'est pour raconter, je ne sais plus comment elle m'a dit, elle m'a parlé franchement. Je me rappelle que c'était assez franc. Ouais, si c'est pour me raconter des choses comme ça, aussi à la surface, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas trop intéressant. Ouais. Elle m'a pas dit comme ça, hein, parce que c'était pas cassant, mais c'était très, il y avait une vérité, quoi. Une vraie vérité qui était cachée derrière ce que j'avais fait. Et je faisais du cinéma, quoi. Je faisais mon théâtre habituel. Et comment on peut dire qu'au fur et à mesure, t'as laissé tomber ce personnage ou ce faux self dans le groupe? Tu l'as senti un peu partir, ce Seb que tu avais créé pour laisser la place au nouveau? Il n'est pas parti totalement. Il n'est pas parti totalement pendant les groupes, en fait. Ça a continué à travailler longtemps après. Parce que pendant les groupes, j'ai quand même, mine de rien, je me suis rendu compte en discutant avec d'autres personnes du groupe que j'avais quand même fait à des moments un peu semblant et que j'avais, après 20 ans de boulimie, tu n'arrives pas à l'enlever comme ça, ce faux personnage, comme tu dis, ce faux self que tu crées. Donc, je l'ai enlevé. Il a craqué à plein de moments. Il a craqué à plein de jeux de rôle. Il a craqué dans des choses qu'on me demandait de faire dans le groupe. Mais il n'était pas parti complètement quand j'ai fini mes groupes, quoi. Et là, aujourd'hui, est-ce qu'il est encore un peu là? Comment ça se passe? Il est encore un peu là, mais je le sais quand il est là maintenant. Et je sais quand je fais... il me fatigue, ce faux self, quand il revient, quoi. Je le vois arriver, je vois que je vais faire ce truc-là ou que je vais dire ce truc-là. Et déjà, je peux m'excuser tout de suite après d'avoir fait cette réaction soit agressive, soit colérique, soit dédaigneuse, soit enfin tout ce que je pouvais faire quand j'avais l'impression d'avoir la vérité, quoi. Oui, parce que donc c'est une partie de toi qui s'exprimait de manière un peu véhémente, c'est ça? Ah oui, oui, un peu comme la première auditrice qui a parlé. Et voilà, moi je racontais ma vie, j'avais la vérité sur à peu près tout. Et tout en n'étant pas trop saoulant, enfin je crois pas. Enfin, ça se trouve si. Bah oui, on sait pas. Mais est-ce qu'on prend pas trop cher quand on se rend compte qu'on détient pas la vérité? Maintenant ou avant? Avant, sur le coup, quand tu commences à te rendre compte qu'en fait tout ton monde c'est un château de cartes. Quoi. Ouais. Je crois que là maintenant tu m'en fais prendre conscience là en direct. J'avais jamais pensé comme ça de cette manière, mais oui, je prends cher là. Sur le moment, c'est pas je me suis vu évoluer. Ouais. Donc je me suis vu laisser la parole, écouter ma famille dans les réunions de famille. Tu sais, t'imposes ta loi, t'imposes ton. Ces personnes-là, de toute façon, il faut faire. J'avais des paroles très très agressives, quoi, très 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 avec des idées très 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 cadré et on ne pouvait pas me faire changer d'avis, quoi. Et quand j'ai découvert qu'on pouvait, c'est bien. Pardon. Bah oui, c'est normal, c'est agréable. Et est-ce que tes proches ont vu le changement? Mes parents m'ont dit une ou deux fois, il y a de ça quand même quelques années, hein, parce que le changement s'est opéré il y a quelques années, oui, que je m'étais calmé et que j'avais adouci mon discours et que c'était agréable. Je me souviens d'avoir entendu ça. Et auprès, par exemple, de tes relations peut-être amoureuses? Après le groupe de Catherine, la personne que j'ai rencontrée, je suis actuellement avec elle, donc j'espère que je suis encore dans cette logique-là. Et je pense, sinon je serais déjà plus avec. Sinon, elle m'aurait déjà envoyé bouler. Ouais. Est-ce que tu te forces un peu à avoir ce rappel, à être authentique tous les jours? Est-ce qu'il y a des fois, il y a des mauvaises habitudes qui peuvent revenir? Il y a des habitudes qui peuvent revenir, mais là, à force quand même de l'avoir fait, il y a quand même des choses de base que j'applique. Ça, c'est clair. Par exemple, un exemple. Genre. Je prends l'autre en considération quand je veux refuser quelque chose. Par exemple, j'étais capable avant d'envoyer bouler juste en me disant, mais même pas méchamment, hein, mais tu veux venir Non, je viens pas. Alors maintenant, je réponds, ça aurait été avec plaisir, ou je te remercie de ton invitation, ou tu vois, je commence par quelque chose comme ça.
Et ensuite, on peut enchaîner sur un argument un peu plus qui explique pourquoi tu n'es pas là, quoi. Ça, par exemple, je l'applique. Ouais, Parce je qu'avant, sais tu prenais pas du tout en compte l'autre quand il t'invitait, par exemple. Non. Non, mais c'est intéressant de voir à quel point on peut être déconnecté de la personne. C'est-à-dire que bon, tu reçois une invitation, tu t'en fiches un petit peu de l'humain qu'il y a derrière, et juste tu refuses, et puis voilà, quoi. Ouais, tu dis que tu as autre chose ce soir-là, et puis une prochaine fois. Et voilà, mais je disais pas merci pour l'invitation, c'est gentil d'avoir pensé à moi. Enfin, tu vois, des choses des rapports humains normaux que j'aime bien recevoir dans l'autre sens. Moi, j'aime bien qu'on me dise, ben, je peux pas venir, mais c'est sympa de m'avoir invité. Enfin, j'en sais pas, tu vois, quelque chose. J'étais pas du tout là-dedans. Ah, c'est intéressant. Et aujourd'hui, dans tes relations aux autres, donc ça va mieux, je suppose? Oui, c'est clair. Et est-ce que tu as remarqué que c'est en passant par là que la boulimie s'est éloignée peu à peu? Alors là, le lien, il est compliqué à faire. En tout cas, la boulimie s'est éloignée. Il n'y a plus cette boulimie du matin au soir. Il n'y a plus ces trucs. Le rapport à la nourriture est toujours et va toujours rester bizarre. Mais j'arrive pas à faire le lien avec pourquoi ça s'est éloigné. Ben si, tu as raison. C'est parce que il y a d'autres choses intéressantes, ou il y a d'autres choses agréables, ou il y a d'autres choses belles à vivre, ou il y a tout simplement des choses belles à vivre. Parce que peut-être qu'il y en avait zéro avant. En fait, tu les voyais pas? Ouais. Et je les vivais pas, puisque je te dis, j'étais à distance. Ah, c'est ouf. J'étais spectateur. Spectateur de sa propre vie. Je crois qu'il y a Ayam qui dit ça dans une de ses chansons. Bref. Il y a qui? Ayam qui dit ça dans une de ses chansons, mais peut-être que... Je sais pas. Est-ce que tu dirais, parce que tu vois, dans le micro-trottoir, on entend cette personne qui dit à la fin, non, mais les hommes, ils s'en foutent de grossir. Qu'est-ce que c'est ton avis pour toi, vu que tu es un homme? Ouais, elle m'a fait bondir cette phrase. Bah oui, je savais, vas-y, c'est ton moment là. Bah, il est complètement... C'est aberrant, c'est aberrant. En tout cas, moi, en tant que garçon, puis j'en connais plein qui sont dans mon cas, j'ai une image de moi, je suis assez exigeant, quoi. Il reste cette exigence quand même d'être... encore pas trop mal foutu, voilà, j'aimerais bien. Et justement, en ce moment, j'y suis plus parce que c'est compliqué, le Covid, tout ça, ça a bien fait, plus de sport, machin, et c'est compliqué à vivre. Et je me retrouve à refuser des invitations à la piscine et des trucs parce que je me sens pas top dans mon corps là en ce moment, tu vois. Ouais, comme quoi, ouais. Et voilà. Et en étant vomisseur, je pense que ça aurait été aucun problème, alors que là, voilà. Il faut toujours garder quand même le... Non, pour moi, c'est très, très important, le physique. Très, très important. Et ça fait partie de mon vrai self, je crois. D'accord. Ça, c'est pas mal. Et tu dis que les autres aussi, tu vois d'autres hommes qui souffrent ça. Est-ce que tu en parles avec d'autres hommes ou ça reste tabou? Ça a été dur. Non, pas mon groupe de potes de quand j'étais étudiant et tout ça. Il doit y en avoir 2 à qui je l'ai dit parce que j'étais vraiment allé trop loin dans les délires et j'étais vraiment allé trop loin. Mais j'aborde pas ça au quotidien. Non, j'ai pas de personne garçon avec qui je parle de ça. Non, c'est vrai, zéro. Même. D'accord. Je dois de dire zéro. Même si tu vois certains potes qui ont des gros bides ou des machins, ils qui ont bien pris et que tout ça, c'est plutôt à jouer sur le fait qu'ils se sont empâtés, eux, mais que moi non. Mais non, pas parler de boulimie. Ah, c'est fou parce que, tu vois, dans le micro-trottoir, il y a des meufs qui m'ont dit clairement au micro, ouais, c'est bon, je suis boulimique, tu vois. Et je trouvais ça génial. Ouais. Elles me connaissent pas et bam, elles y vont. Mais je me dis que quand même, dans l'histoire du genre, j'ai l'impression quand même que les hommes, ils en sont pas à cet endroit-là. Soit ils en sont pas, soit ils s'en foutent. Peut-être que certains vraiment s'en foutent de se goinfrer de 50 saucisses à une soirée parce que ça, tu vois, ça n'a pas de lien avec la boulimie. Moi je suis quand même... il y a aussi cette hypersensibilité dont Catherine parlait, tout ça. Donc, tout ça, c'est un peu lié. Peut-être qu'ils vivent pas sur la même planète, ces mecs-là. Ouais, c'est vrai. Ou, voilà, peut-être. Hein. Oui, parce qu'il y a le pays de la boulimie, mais il y a plein d'autres pays autour. Ah, mais grave. Et donc, on peut aller les visiter, on peut aller les voir, et puis ils nous diront comment c'est chez eux. Alors, je pense qu'il faut compter. On me dit sur le chat, spectateur de sa propre vie, c'est Albert Camus et pas Ayam. Ouais, mais écoute, voilà. Tu vois, tu as des références super culturelles et tu cites Ayam, quoi. Ouais, c'est ouf, hein, quand même. Ouais, mais c'est ma petite dose de folie, tu vois.
Ouais, tout à fait. Est-ce que Seb, tu aurais des choses à dire parce que je sais que ça te fait vraiment plaisir de venir parler de ça comme tous nos invités et de pouvoir donner un message aux gens qui peuvent souffrir de ce trouble. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire ce soir? Bien que qu'ils n'attendent pas aussi longtemps que ce que j'ai attendu. S'ils sentent qu'il y a quelque chose qui est pas net là-dedans, qu'ils en profitent pour se renseigner sur des groupes comme Catherine a fait, parce que 20 ans de sa vie, ça fait long à attendre de prendre conscience de quelque chose. Et puis l'autre chose, la méga chose importante, c'est que vraiment c'est un symptôme, quoi. C'est un symptôme de quelque chose d'autre. Et que ça sert à rien d'essayer de ne plus manger à partir du lundi prochain et de se dire je tiendrai jusqu'au mardi et je tiens pas, et je tiendrai jusqu'au jeudi et je tiens pas. Et tu passes 20 ans de ta vie à faire ça, quoi. Ouais. Alors, certes, tu as passé 20 ans de ta vie à faire ça, mais est-ce qu'aujourd'hui, je te pose la même question à Amélie, est-ce qu'aujourd'hui, tu remercies quand même un peu la boulimie? Le truc. Peut-être que je serais pas allé aussi loin dans la recherche de moi-même et dans les questions que je me suis posées, dans mon analyse de comportement et de tout ce que j'ai fait. Oui, ça c'est sûr. Si j'avais pas eu la boulimie, si j'avais été une personne plate, normale, qui vit sans émotion ni trop haute ni trop basse, j'aurais pas eu tout ça. La boulimie est liée au fait que j'ai des émotions très hautes et très basses, et ça c'est quand même cool de les avoir, je trouve. Il y a quand même des parties de la vie où c'est quand même super intéressant de pouvoir avoir accès à ces émotions, surtout quand elles sont puissantes. Après, c'est vrai que ça peut être un peu déroutant et c'est peut-être pour ça que la boulimie existe. C'est quand ça va trop bas, au moins la boulimie, elle te laisse pas aller trop bas. Voilà. Mais c'est bien d'avoir le trop haut que tu peux avoir avec cette... c'est le pendant, quoi, tu vois. Quand même, tu vois, ça, je trouve que c'est quand même un très beau cadeau une fois qu'on arrive à dépasser tout ça. Et j'espère que les gens qui nous écoutent peuvent entendre ça, et même s'ils sont au plus profond, parce qu'il ne faut jamais qu'on oublie, toi, moi, Amélie et tous les autres, qu'on a connu des heures sombres. Et ça, je veux pas qu'on l'oublie, je veux pas qu'on l'occulte. C'est des moments qui sont... Oui, on l'avait dit ça d'ailleurs, hein, en préparant l'émission. On avait dit, putain, il faut quand même pas que les gens qui nous écoutent, ils entendent que rire et que trucs, parce qu'on sait qu'il y a des moments très sombres. Ouais. On sait d'où on revient, et moi j'appelle ça les abysses mentales. On revient de très loin. Maintenant, on met pas tout ça sur un plateau devant la gueule des gens et on leur dégueule notre truc, mais cette souffrance, on la prend en compte, on sait qu'elle existe, et pour tous ces gens-là, bon courage, c'est possible. C'est possible, c'est clair. Possible. Merci Seb infiniment d'être venu parler aussi librement. De rien. Vraiment, c'est un grand plaisir. Je te laisse vaquer à tes obligations. Bonne soirée. Merci. La radio libre de Vivi. C'est un peu une sorte de ravi de la crèche qui grille jamais rien tant que tu lui mets pas sous le nez avec un coup de marteau derrière la tronche. Sur Radio Juno. Alors, il y a sur le chat une question qui est: comment faire la différence entre la boulimie et la gourmandise? Alors là, évidemment, je n'ai pas forcément la réponse. Je me permettrai quand même de dire que la gourmandise, il y a une partie de ton cerveau où tu peux lui dire: oh, mais en fait, là... c'est trop, tu n'as pas besoin d'autant de sucre, et puis tu peux refuser par exemple ce gâteau et vivre convenablement le reste de ta journée, là où la boulimie, tu vas ne jamais oublier ce gâteau jusqu'à ce que tu vas le dégommer, ou aller faire du sport pour l'éliminer, et avoir une pensée obsessionnelle autour de ce tas de boulimie, de ce tas de gâteaux, pardon. Donc voilà, peut-être c'est là la différence, et à partir du moment où peut-être on se pose la question, bouli, pas bouli, on peut s'interroger sur son comportement. Il y a des spécialistes qui sont là pour t'aider à répondre à cette question. Alors, on accueille tout de suite Aurélie sur une idée de Catherine qui me disait que dans ces groupes, il y avait des personnes boulimiques qui continuaient sans goût les boulimies à cause de Covid et qu'elles avaient l'impression de manger du papier carton. Alors moi, je me suis dit que ça serait quand même génial d'avoir un retour d'expérience là-dessus. Alors, que fait Coco à la boulimie? Bonsoir Aurélie. Bonsoir Vivi. Merci d'avoir accepté cette invitation. Tu as 41 ans, tu nous appelles depuis la Vendée. Tu es boulimique vomisseuse et le 4 février dernier, tu perdais le goût et l'odorat suite à Covid. Depuis presque un an s'est écoulé et malgré la rééducation, rien ne revient. Alors, comment c'est la boulimie pour toi depuis ? Eh bien, c'est triste et c'est très frustrant surtout. Tout à l'heure, Catherine disait que c'était un petit peu comme si on se noyait.
Et moi, c'est une noyade où je n'ai même plus les boulimies qui pourraient être des bulles d'air, peut-être illusoires, mais en tout cas des bulles d'air où on va penser à rien et c'est la soupape de la cocotte qui saute pour laisser place à de la respiration. Et moi, en fait, j'ai l'impression d'être en apnée en permanence, c'est-à-dire qu'il y a des grandes frustrations parce que je mange, mais il n'y a même pas un plaisir de sentir, de ressentir. En fait, c'est comme si j'avais tout le temps faim. J'ai plus du tout de notion de satiété. C'est juste la douleur physique, le ventre hyper tendu où je peux même plus marcher et à peine respirer, qui fait que j'ai besoin de me vider. Mais en fait, c'est comme si je remplissais un vide qui, là, n'est jamais rempli, en fait. Et donc, tu n'arrives même pas au bout d'une crise en étant soulagée? Non, non. J'arrive au bout de la crise très triste, exténuée et il y a moins de culpabilité parce qu'avec les groupes, la culpabilité s'en va. Mais en tout cas, je suis très triste. Parce que tu trouvais quand même du plaisir à avoir le goût. Enfin, tu avais quand même ce kiff-là, quoi. Oui, oui, oui. Et en plus, pour moi, c'est très important avant de manger. Je vais sentir. J'accorde une grande attention aux odeurs. Même en me promenant, il faut que je sente l'air. J'ai la chance d'habiter au bord de l'océan, donc tous les jours, il faut que j'aille sentir l'océan. Il faut que je sente les végétaux. Ouais. Donc, une vie sans goût et sans odorat, ouais, c'est vraiment très triste. Et ce qui est, moi, ce que je trouve hallucinant, hein, je te l'ai dit, hein, c'est que tu perds goût, odorat, et tes crises, elles sont quand même obligées d'advenir. C'est-à-dire que tu ne peux pas ne pas les faire. Non, non, il y a eu pendant quelques jours sans crise, parce que j'étais, je ne sais pas, j'étais tellement abasourdie par ce qui m'arrivait. Et puis en fait, le vide est là. Le vide est là, et en plus d'avoir faim en permanence, là, il y a un vide à remplir. Et puis, je sais pas, tu sais, tout à l'heure, on disait, c'est ou le suicide ou la boulimie. Et voilà, je m'accroche à la boulimie, en tout cas, pour ne pas aller vers l'autre solution. Et donc ça fait 1 an que tu n'as plus du tout de goût, plus d'odorat. Et alors, les fêtes de Noël, ça se passe comment ? Ah, les fêtes de Noël. Je bannis les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que, écoute, voilà, il y a des bûches, il y a voilà, tout le monde met dans les réseaux sociaux les photos de ce qu'il va manger. Et ouais, c'est vrai, c'est vraiment très, 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 très dur parce que il y a quand même le plaisir d'être ensemble, de se retrouver ensemble, de se réunir, et c'est autour de la bûche, ou en tout cas, si ce n'est autour du sapin, en tout cas, ça passe forcément par l'alimentation, ça fait partie des plaisirs de la vie. Et là, je me sens vraiment... C'est comme si c'était une grosse, grosse punition, tu sais. Ah bah oui. Oui. Surtout que t'as toujours la vue, et heureusement d'ailleurs, mais du coup, t'es quand même stimulé par toutes les infos visuelles, mais par contre, le reste, ça suit pas, quoi. Oui, oui, j'ai même les papilles, tu sais, c'est comme le chien de Pavlov, j'ai l'eau qui monte à la bouche, mais ouais, non, le reste ne suit pas. Oui, je me sens comme une mauvaise élève avec une punition énorme. Et alors, les professionnels, ils te disent quoi ? Alors, les ORL que j'ai consultés m'ont dit que comme ça n'était pas revenu, au bout d'1 an, ça ne reviendrait jamais. Et puis, du coup, je suis allée voir je suis allée voir un herboriste qui m'a dit, mais non, non, non. Donc lui, il m'a donné des plantes avec des infusions, des huiles essentielles. Je vois une orthophoniste, elle, qui me dit que en fait, les neurones repoussent, ça demande du temps, mais ils repoussent, donc ça va revenir. Donc, en tout cas, moi, je ne me résigne pas. Voilà, je garde quand même espoir. De la même façon que je fais les groupes de Catherine, c'est parce qu'il y a toujours un espoir que je vais me libérer. Et puis Amélie, Seb et toi êtes la preuve qu'on peut se libérer. Et en plus, quand vous dites que c'était un vague souvenir, que vous vous rappelez pas de tous les détails, oh là là, je me dis ça va être tellement bien quand ce sera mon tour. Ouais, alors moi, tu vois, j'ai envie de te dire, je sais pas ce que c'est un accouchement, je saurais jamais ce que c'est, mais c'est peut-être la même chose. Heureusement que ton cerveau, il fait le tri et puis il te dit, bon, cette période-là de ta vie, on va éviter de s'en souvenir, tu vois.
Enfin, cette douleur-là, on va garder d'autres choses, quoi. Ouais. Et j'ai complètement oublié. Bah, écoute Aurélie, merci beaucoup. Si, c'était ça que je voulais souligner. En fait, moi ce que j'adore, et Catherine l'a bien dit, c'est notre capacité, enfin ta capacité dans ta personnalité à rien lâcher. Et moi je pense que tu vas rien lâcher et que tu vas aller retrouver ton goût en fait. Oui, je me dis que c'est retrouver goût à la vie. Et puis, comme dit Catherine, on est très créatif. Donc, je mets plein de choses en place pour trouver du plaisir ailleurs. Et bien sûr, et heureusement qu'il y a des personnes comme toi qui vont rien lâcher, qui vont pas écouter le premier ORL clampin du coin qui va leur dire vous aurez plus de goût et qui va aller chercher des solutions ailleurs, parce que heureusement, et après tu pourras faire profiter à d'autres personnes de ces solutions pour qu'elles puissent retrouver leur goût et leur odorat. Et bien voilà, par exemple. Bon, c'est pas rose tous les jours, il y a des moments très difficiles, mais je suis bien entourée. Ça fait plaisir à entendre et je sens à ta voix que tu as quand même la confiance. Ben oui, surtout après les témoignages qu'il y a eu, avoir entendu tout ce que Catherine dit. C'est vrai que je fais partie des groupes, on a aussi les groupes du soir et c'est une grande famille, je me sens vraiment accompagnée, même si on parle de tout sauf de la boulimie. C'est la vie a de l'imagination et ces groupes-là, c'est vraiment chouette. Et je suis passée par tellement d'épreuves, ça fait 30 ans que je suis dans les troubles du comportement alimentaire, que je me dis que celle-là, je vais y arriver. Mais bien sûr, moi je pense que tout est possible. Et puis d'avoir un média comme le tien qui en parle, ça c'est vraiment chouette. C'est vrai que, comme tu disais, il y a Élise qui te dit « Courage Aurélie » avec le point levé sur le chat. Et comme tu disais, on n'en parle encore pas beaucoup dans les médias et toi, tu cherches aussi à faire entendre ta voix pour que ça se diffuse un peu plus. Oui. J'espère vraiment qu'on va pouvoir en parler plus dans les médias. Quand il y a des ORL célèbres qui ont le Covid, j'ai toujours espoir qu'ils perdent le goût et l'odorat. Bon, c'est pas encore arrivé, mais... Alors, on va pas leur souhaiter, mais bon, quand même, ça serait pas mal. Quand même, ce serait bien de pouvoir en parler. Ok. Et que le discours aussi des ORL évolue. Très bien. Eh ben, écoute, on te souhaite ça, on leur souhaite ça. Merci beaucoup Aurélie pour ton témoignage, ta disponibilité, et je te souhaite une bonne soirée. Merci à toi aussi. Merci.